Merci beaucoup, et puis merci pour l'invitation déjà, et merci aussi à toutes et à tous d'être là, de vous être déplacés pour venir m'écouter parler. Déjà c'est un honneur, c'est du stress aussi évidemment. Et puis si vous pouvez repartir de cette intervention avec 2-3 trucs intéressants, j'en serai content. C'est l'idée. Donc on a à peu près 2 heures devant nous. Accrochez-vous, j'ai préparé quelques slides à vous montrer. Sachant que dans les 2 heures, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse y avoir des questions pour échanger, parce que moi j'aime bien surtout vous écouter, plus que m'écouter moi, parce que je sais déjà ce que je raconte. La thématique d'aujourd'hui, ça s'appelle hacker le design. C'est volontairement polysémique, le terme de hacking, de hacker, etc. Donc on va aller creuser un peu ce terme-là. Et puis déjà bonjour, voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien arrivé, que tout le monde est en forme pour écouter cette intervention. J'ai essayé de vous faire des belles slides, donc j'espère que les contrastes fonctionneront. Des trucs un peu subtils des fois, on les voit pas, mais on verra bien. Donc comme dit, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer. Il fut un temps, je me présentais en tant que graphiste, designer graphique. Maintenant, je suis designer, parce que c'est trop compliqué d'expliquer. Donc, il y a encore des gens qui pensent que je fais des chaises, mais non, en fait, je fais pas de chaises, je fais plein d'autres trucs, même si les chaises, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je dis que je suis designer, c'est un terme générique qui me convient beaucoup mieux. La thématique d'aujourd'hui, ça va être designer. Bon, c'est pas vraiment un verbe, mais voilà, designer, détourner, hacker sa beauté. Moi, je regarde si mes slides s'affichent à peu près bien avec ça. C'est des thématiques qui me tiennent à cœur, c'est des mots qui sont proches, c'est des intentions qui sont approchantes aussi. Et je vais pas vous faire une conférence traditionnelle avec petit 1, petit 2, petit 3, avec ce qu'il faut noter, etc. C'est plus un témoignage, parce que j'essaie de vous parler un peu de mon parcours, ma pratique, ma vision du design. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est que le design, mais je vais vous dire pour moi qu'est-ce que c'est ou comment je le vois. Donc je suis designer indépendant, ça j'y tiens, ça fait 20 ans, bientôt 21 ans, je vieillis, que je suis indépendant. Donc je suis freelance en fait, j'ai jamais été embauché en CDI, en CDD, pas parce que je suis nul, mais parce que j'ai refusé toujours les contrats de ce type. Et mon objectif c'est d'être indépendant. Donc je me dis voilà, le design, comment est-ce qu'il peut m'aider à être indépendant dans ma pratique, dans ma vie en général. Et je fais autant du graphisme que du numérique, je suis aussi auteur, enseignant, j'ai été chercheur en design, je fais des conférences, j'ai fait de la radio, je fais un truc, voilà, c'est assez vaste, on pourra en parler si vous voulez. Mais voilà, le design, pour moi, il est pas juste dans l'exé ou dans la créa, mais il peut aussi s'incarner de plein de manières différentes. J'habite ici, donc c'est un tout petit village, pas loin d'ici, à une demi-heure de Strasbourg, en pleine forêt. Avant, je viens du nord de la France, j'habitais sur Paris, j'ai fait les arts décoratifs de Paris. Après, j'ai habité à Lyon, et me voilà en pleine forêt, à cet endroit-là. Et comme quoi, on peut être designer aussi en habitant dans un village de 1000 habitants. C'est possible de le faire. J'aurais peut-être pas cru ça au début de ma carrière, mais si. Donc ça ressemble à ça, mon village. Alors ça, c'était l'hiver dernier. C'est pas chez moi, c'est pas ma maison, mais voilà. Donc ça, c'est mon centre-ville. Autant vous dire que si je vais aller chez H&M, ça va être compliqué. Ça, c'est mes voisins. Donc des fougères, des champignons et des jolis mammifères. Voilà. Et puis ça, c'est mes collègues de travail. Donc voilà, c'est des gens avec qui parfois on bosse. Donc là, c'est des gens du parc naturel régional des Vosges du Nord, donc des éleveurs de moutons en l'occurrence, pour qui on a fait des projets design. J'y suis parce que je travaille notamment avec ma compagne Margot, et donc on fait des projets plutôt orientés nature, vivant, environnement, je travaille avec elle là-dessus. On fait des entretiens utilisateurs, donc voilà, c'est nos utilisateurs. Et puis on travaille donc avec des startups locales, comme celle-ci par exemple, qui sont à la pointe de l'innovation, et on travaille dans des grands open space. Là, ce que vous voyez, c'est un gros entrepôt avec de la laine à l'intérieur. Puis parfois on travaille en télétravail, c'est-à-dire qu'on prend, on prend la voiture, on prend les ordi et puis on va bosser dans la forêt, parce que c'est sympa et puis parce que on peut le faire, donc on en profite. Donc on va dire, mon quotidien de designer, il est autant devant mon écran et mon ordinateur évidemment, beaucoup, mais il est aussi dans la forêt et dans mon environnement. Et donc dans l'environnement, vu que j'aime faire des images et qu'on aime faire des images, on a ce genre de petit dispositif, je ne sais pas si vous voyez ce que ça s'appelle un pied photographique, et on s'amuse notamment comme ça à capturer des images d'animaux
la nuit ou la journée. Donc là, on a ici un chevreuil, je crois, et puis ici on avait un cerf qu'on a eu en pleine nuit. Donc voilà, donc ça fait partie pour moi de la création d'images avec ce qui nous entoure. Quand j'habitais encore sur Paris, je faisais des photos, des belles affiches pour le Centre Pompidou. Là, il n'y a plus ça, donc on fait des beaux visuels et des belles vidéos de ces animaux-là. Dans mes activités, elles sont assez nombreuses, donc comme je le disais, je suis designer. Un des éléments qui a marqué mon entrée dans le monde du design, c'était mon blog qui s'appelle graphis.fr. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais je l'ai commencé quand j'avais 19 ans. Je continue, j'en ai 38, donc c'est un vieux blog, mais qui existe toujours, que j'ai remis à jour régulièrement, et qui m'a permis de faire de la veille, beaucoup de diffuser cette veille, d'avoir aussi mes premiers clients. Qui, à l'époque où il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, tombaient sur mon blog et se disaient tiens Geoffrey, tu fais du graphisme, ça a l'air intéressant, tu parles de graphisme, ça a l'air intéressant, vas-y, on prend un café, on travaille ensemble. Donc j'ai eu mes premiers contrats, pas forcément en montrant mes images, mais plutôt en montrant ma pensée. J'ai créé un atelier design il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelle Design and Human, sur lequel je fais principalement des projets sociaux, des projets pour les personnes réfugiées, pour les sans-abri, pour la Croix-Rouge, pour vraiment des vocations pour des ONG aussi, des associations. Ensuite, justement, je vous parlais de Margot, avec qui on a cofondé LaboMG, qui est un laboratoire de design environnemental, sur lequel justement on fait des projets, je m'en montrerai plus en détail parce que j'ai des slides là-dessus, mais voilà, on essaie de faire vraiment des projets orientés sur l'environnement avec le parc naturel des Vosges du Nord, de Lorraine, et puis des projets auto-initiés dont je vous montrerai aussi. J'ai un site aussi qui s'appelle jaffiche.fr sur lequel je publie des affiches en lien avec l'actualité. Pareil, je vous montrerai, c'est un site en fait que j'ai créé quand j'étais encore étudiant aux Arts Déco, et en fait j'avais l'impression de pas assez créer en fait, ça me manquait, je voulais faire plus d'affiches, plus d'images, plus de visuels, et vu que j'aime beaucoup l'actualité, j'aime beaucoup la politique, la géopolitique, c'est des sujets qui m'intéressent, quand il y avait un sujet qui m'interpellait, j'en faisais une affiche et je la diffusais. Et en fait, ce site-là dure, et j'en fais pas tous les jours, hein, je pourrais, mais j'ai pas le temps. Mais j'en fais une de temps en temps, et je la diffuse, et je la partage, et les gens la reprennent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. J'en ai retrouvé même parfois en manifestation dans la rue, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est des affiches qui sont là pour circuler et pour être diffusées. J'ai créé un podcast en 20 épisodes qui s'appelle Fronde, qui est un podcast qui vient présenter le design des outils de contestation. Donc c'est des épisodes qui sont assez courts, hein, ça dure entre 5 et 15 minutes, où je présente à chaque fois des tactiques, des stratégies, des outils de contestation sous le prisme du design, en ajoutant des extraits audio, des extraits d'interviews, en mettant en contexte. Donc c'est sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes que vous imaginez. J'ai cofondé aussi l'État Design, qui est une formation en design pour les jeunes décrocheurs, pour des étudiants qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire des études en design. Donc c'est des étudiants qui n'ont parfois pas le bac ou parfois pas le brevet, et qui n'ont pas d'argent pour se payer parfois des écoles ou pour rentrer dans des grandes écoles. Et donc l'État Design, c'est une formation sur un an. On a travaillé, donc c'est à Paris, dans le 13e arrondissement. On a travaillé avec la mairie de Paris, on a travaillé avec la mission locale de Pôle emploi pour créer cette formation pour des jeunes qu'on appelle des décrocheurs. Je suis pas très fan de ce mot, parce que voilà. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail aussi, mais c'est une formation qui continue d'exister, qui est gratuite. On leur donne un ordinateur, on leur donne des profs, on leur fait un programme, et puis à la fin de l'année, ils ont un diplôme qui est reconnu par l'État. Je donne des conférences, j'ai créé Hacker Citizen, ça je pourrais vous en parler, c'est mon premier ouvrage sur comment on peut hacker la ville. Ensuite j'ai créé un deuxième livre qui s'appelle Hacker Protester, que j'ai ramené ici, et l'un ou l'une d'entre vous repartira avec. Il n'y a pas de concours, vous en faites pas, stressez pas. C'est un livre sur le design des outils de lutte, de contestation dans la rue, mais pas que, mais aussi dans le numérique. Je fais aussi des workshops dans différentes écoles. Là, j'en ai fait un à la Aide en Suisse sur le numérique, je pourrais vous en parler aussi. J'enseigne, je fais de l'illustration et je travaille le bois aussi, parce que évidemment j'aime bien ça, et puis on habite un peu dans la forêt, donc il y a du bois partout. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Si vous voulez vraiment en savoir plus, vous tapez mon nom sur les internets, hein. Vous cherchez pas forcément sur Google, parce que c'est un moteur de recherche qui va scruter votre vie privée, mais sur DuckDuckGo, sur Ecosia, sur tous les moteurs de recherche qui sont un peu plus éthiques, comme on dit. Et puis j'espère que vous pourrez vous présenter aussi. C'est important, moi j'ai envie de savoir un peu, voilà, si je peux rester un peu pour discuter, si certains veulent échanger, ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis il y a le monde dans lequel on vit. Alors c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, dans ma manière de faire du design, dans la manière dont
j'essaie d'exprimer mon travail, ça s'inscrit dans le monde, c'est pas hors du monde. Et le monde, il va pas super bien, vous le savez. Je vais vous montrer quelques images du monde en ce moment, et puis de ces années passées. Donc là, c'est ce qui passe évidemment en Israël et en Palestine. J'ai préféré mettre des photos où il y a des humains, où on est à hauteur d'homme aussi, parce que ce sont des drames qui existent, qui sont réels, tangibles et qui sont dramatiques. On avait eu aussi je crois que c'était l'année dernière, en 2023, il y a eu un gros séisme au Maroc aussi, qui a mis des milliers de personnes dans des camps, etc. Donc avec mes yeux de designer, en fait, moi ce que je vois aussi, c'est les abris de fortune. Donc les gens cherchent à s'abriter, se loger. C'est des cuisines de fortune. Et puis la vie continue, il y a des enfants, il y a des gens qui marchent, qui se promènent, qui font à manger, qui essaient de vivre malgré tout. Donc ça, moi je vois ça avec évidemment mon cœur, mais aussi avec mes yeux de designer. Ça c'est au Maroc aussi. Intéressant aussi de voir qu'un des éléments principaux, c'est de se transporter. Transporter de l'eau, transporter de la nourriture, et pouvoir faire en sorte que ces contenants soient portables par une personne de 60-70 kilos. Voilà. Donc ça fait partie des éléments quand même des catastrophes qui sont à souligner. En Ukraine aussi, le monde tourne mal. Je ne ferai pas tous les pays parce que c'est un peu compliqué partout. Mais voilà, on a ce genre d'images qui sont hyper prenantes, parce que ce genre de foules qui sont agglomérées, on voit ça en général dans les concerts ou dans le RER à Paris, aux heures de pointe, mais pas que. Et là, on voit ça sous un pont en temps de guerre. Donc c'est assez curieux, parce que c'est des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à notre époque. Et puis des gens aussi, là pareil, c'est le designer qui parle, qui apprennent à se battre, mais qui n'ont pas forcément d'armes. Donc ils apprennent à se battre avec des fusils en bois. Donc vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ont dû prendre un crayon, faire une maquette, découper avec une scie, etc., pour faire des petits fusils en bois, etc. Donc des formes de design un peu improvisées. Et pendant ce temps-là, le monde continue, c'est-à-dire que voilà, ça c'est en Ukraine aussi, où en fait, on regarde encore les dessins animés, mais il y a le fusil automatique, le fusil d'assaut qui est posé sur le lit à côté. Dans les objets de design aussi qui changent le monde, on a les drones. Je vous invite, et je vous donnerai la référence du livre à la fin de cette intervention, mais il y a un livre passionnant qui s'appelle Théorie du drone, et comment le drone a changé la guerre en général. Alors certes, on peut s'amuser à faire des jolies vidéos sympas de la montagne. Ne prenez pas de drone en montagne, ça fait un bruit horrible pour les animaux, pour les oiseaux et pour les randonneurs. Voilà, ça fait des belles images, ça fait un bruit assez douloureux. Mais ça a changé la face de la guerre, et donc de ce qu'on voit aujourd'hui avec les images en Ukraine et ce qu'on voit sur Internet, des objets qui sont au départ militaires, puis qui sont tombés dans le civil et qui retournent dans le militaire, créer comme ça des nouveaux, des espèces de contre-pouvoirs assez impressionnants. Ça, c'était au Pakistan en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des grosses inondations. Pareil, alors ça, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, ils ne sont pas sur des radeaux, ils sont sur des tables qui sont retournées. Donc on voit les pieds des tables qui sont assemblés ensemble. Il y a des tapis aussi qui sont posés sur ces tables pour amortir, on va dire, les gens. Et puis il y a des bidons aussi autour des tables pour faire flotter. Donc pareil, des objets de design qui sont improvisés, qui sont bricolés, qui sont assemblés parce qu'il y a de l'urgence, parce qu'il y a de la complication, et parce qu'il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Toujours au Pakistan, là c'est des grandes tentes, donc c'est des abris de fortune qui sont créés avec beaucoup d'espace. Là on constate aussi beaucoup d'espace pour le fait qu'il y ait des véhicules qui puissent se déplacer entre, et aussi pour éviter la propagation de tout ce qui peut se passer dans un camp, que ce soit des maladies ou que ce soit des animaux, des nuisibles, etc. Après, bon, toujours dans le monde, et promis, après j'arrête, il y a tous les gros incendies en Grèce, ça c'était l'année dernière, et puis dans le monde en général, il y a beaucoup d'énormes incendies sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, et pour lesquels il y a une gestion forestière qui est à avoir, mais aussi une gestion politique qui est à avoir. En Chine, là c'est un autre exemple, ça c'est intéressant, c'était après le Covid, vers la fin de la politique zéro Covid du gouvernement chinois. Là, on a des manifestants qui brandissent des papiers blancs. Nous, en France, on est habitué à avoir des jolis slogans sur nos pancartes, sauf que là-bas, il y a de la censure, vous le savez, et donc, en fait, en réponse à cette censure, les gens manifestent avec des pancartes blanches pour dire, vous voyez, on ne peut pas parler quelque part. Donc cette image, je la trouve assez forte pour nous, designers graphiques, d'avoir on ne peut tellement pas parler quand on s'affiche juste avec le format, il n'y a que ça qui reste à la fin.
Et pendant ce temps-là, en parallèle, on a en France, là c'est à Paris, les gens manifestent contre l'inaction climatique, mais là c'est avec des smartphones et on affiche un écran vert. Donc je trouve le parallèle assez curieux, amusant. Afficher un smartphone avec un écran vert pour dire l'inaction climatique, on peut y voir un paradoxe aussi évidemment, mais en tout cas c'est des images qui me marquent, qui m'interpellent, et quand je regarde tout ça, ça me questionne aussi, et ça me permet aussi d'avancer dans ma réflexion et mon travail. Pendant ce temps-là, on a toujours des gens qui s'amusent à faire du tourisme spatial, hein, pour des gens très très riches, pour aller sur Mars ou pour aller dans l'espace, et c'est cool et on s'amuse. Ou alors on fait des gros trous, plutôt que d'aller dans le ciel, on va aller dans le sol, et là c'est ma préférée, c'est une excavatrice, c'est la Bagger 288, c'est la plus grosse excavatrice du monde. Donc là ce que vous voyez là, en tout petit, là, ce sont des personnes qui sont au pied de cette excavatrice, et qui vient creuser des mines gigantesques pour exploiter encore le sol. Donc c'est des machines pharaoniques qui sont incroyables, et donc il y a des manifestants, des activistes environnementaux qui vont essayer de manifester contre ça pour essayer d'arrêter ce massacre du sol incroyable. Et en parallèle aussi à Sainte-Soline, ça vous avez forcément dû voir, donc on se bat aussi pour littéralement contre les méga-bassines, mais aussi juste pour un trou, parce que là il n'y avait même pas de méga-bassine, c'est un genre de trou dans le sol de quelques mètres à peine, et donc ça a fait des personnes et toutes les scènes qu'on a pu voir d'affrontements qui sont passées il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis voilà, je termine le tour du monde sur toujours ce qui se passe, mais qu'on ne voit pas. Là, c'est des migrants d'Érythrée sur la mer Méditerranée, et donc de questionner tout ça. Bref, il y a aussi des belles choses dans le monde, je ne vais pas vous plomber complètement l'ambiance, mais moi je regarde ça et on regarde les news au quotidien. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, pas forcément des plus jeunes d'ailleurs, mais qui ne veulent plus regarder les news parce que c'est trop anxiogène, c'est trop lourd, et ça leur fait trop mal au cœur, ou c'est trop stressant. Bon, après, rien ne vaut un petit Hugo Décrypte avant de dormir, c'est toujours rigolo pour faire le tour des news, mais voilà. Il y a aussi de belles choses. Et donc, quand je vous montre l'état du monde, je voudrais aussi vous montrer l'état du design en parallèle à ce monde que je viens de vous décrire. Mais pendant ce temps-là, les designers, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, tous ces designers, quand on voit le monde qui va pas très bien? On continue à faire des jolies belles tours à Dubaï avec des trucs de luxe à fond. On continue de faire aussi un peu de la distanciation sociale, donc là c'est de la signalétique au sol à l'époque du Covid qui était dans les gares pour que les gens soient loin les uns des autres. Donc ça c'est curieux parce qu'aujourd'hui quand vous êtes dans les gares vous pouvez faire un peu d'archéologie et c'est un peu effacé, c'est un peu loin, et puis on se demande si demain il y a des extraterrestres qui viennent et qui se disent qu'est-ce que c'est que ces trucs par terre, si on n'a pas le sens, c'est assez curieux quelque part. Les designers aussi ont fait des NFT. Bon, c'est mort, un NFT, si vous voulez lancer dedans, là, c'est trop tard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les NFT, c'est des non-fungible tokens, donc c'est des genres de contrats qui permettent tout simplement d'authentifier que vous êtes propriétaire d'une œuvre numérique, sachant qu'il y a 80% des œuvres numériques qui étaient des œuvres volées à d'autres artistes, et donc c'est une espèce d'économie qui a fait le buzz et qui est très vite retombée. Mais voilà, il y a beaucoup de designers qui se sont dit qu'ils allaient faire fortune dessus. J'en connais, je citerai pas les noms, mais j'en connais. Et pendant ce temps-là, Paul Midi, c'est qui est membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, donc qui est un politique qui influe sur notre vie, qui disait que la France devait être souveraine sur les nouvelles technologies basées sur le blockchain et notamment les NFT. Sauf que faut lui dire qu'en fait c'est un peu trop tard, Paul Midi, les NFT, on repassera là-dessus. Dans le design aussi, on a la DICREAM, donc c'est la délégation interministérielle pour la création. Je ne sais plus exactement, donc j'ai plus l'acronyme en tête exactement, mais c'était une commission qui permettait de financer des projets numériques et artistiques. Donc vous êtes designer, artiste français, vous avez un projet numérique, très bien, vous allez voir, vous avez un peu d'argent, vous pouvez faire votre projet, très bien. Et là en fait ils ont arrêté ça, ils se sont dit en fait on ne va financer que des projets basés sur le métaverse. Donc vous savez le truc de Mark Zuckerberg, le fameux métaverse où on est comme ça, des petits bonhommes en 3D dans un monde virtuel qui ne marche pas du tout. Je ne sais pas si vous passez vos journées sur le métaverse, je ne crois pas. Et donc ils ont réorienté l'intégralité des financements sur le métaverse, en tout cas pour financer des projets avec le métaverse. Et à la tête de cette structure, ils ont mis Jean-Michel Jarre. Alors pour ceux qui connaissent Jean-Michel Jarre, c'est le Skrillex des années 70-80, voilà. Non, je plaisante, mais en gros c'est quelqu'un qui a été pionnier, un français pionnier dans la musique électronique, et j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'était pas forcément la personne la plus à la mettre à la tête de cette commission. Dans le design, il n'y a pas que le design numérique, on continue de faire ce genre de choses, des banques qui n'en sont pas.
pour pas qu'on s'asseye, mais surtout pour pas qu'on dorme sur les bancs. Donc c'est des post-fesses, hein. Je pense que vous avez déjà testé ce genre de truc dans le métro, où en fait on glisse un peu, puis finalement on s'assoit pas vraiment dessus, mais hop là, pardon. Ah, la synchronisation, génial. Et puis voir plus du tout de bancs. Ça j'ai vu ça dans le métro. Voilà, faites la chaise. Donc c'est des stickers, donc il y a des graphistes de la RATP qui ont fait des stickers pour dire voilà, on a enlevé les chaises, puis faites la chaise. Donc on pensera aux personnes voilà, aux femmes enceintes, aux personnes en situation de handicap, etc., qui peuvent évidemment faire ça, aux personnes âgées, etc. Donc là on est carrément sur une espèce d'injonction validiste, c'est assez curieux. Dans le design, on continue de faire ça aussi. Ça, c'est un vide-poche. Alors, je sais pas si vous avez. Moi, le vide-poche à la maison, c'est un pot de confiture. Mais là, on a un vide-poche Fendi à 1150 €. Donc, si vous avez 1150 € à mettre dans le vide-poche, vous n'aurez plus rien à mettre à la fin dans le vide-poche, mais pourquoi pas. Donc, on a encore du design. Est-ce que ça mérite le nom de design? Moi, ça me questionne toujours. J'ai plus envie d'appeler ça du design. Pour moi, c'est du luxe, certes. Mais est-ce que ça mériterait d'être appelé design? Ça se questionne, on pourra en parler. Les designers aussi inventent des nouveaux termes. Voilà, on a maintenant une espèce de tendance, c'est Le Monde, donc le grand journal Le Monde, qui publiait ce truc sur le design résimercial. Alors résimercial, je connaissais pas, à chaque fois ils inventent des nouveaux mots, hein, vous savez, on a eu tout design thinking, ok, pourquoi pas, ça vient des États-Unis, machin. Là on a le design résimercial. Donc qu'est-ce que c'est le design résimercial? En gros c'est ça, mais dans les entreprises. En gros, vous mettez du joli mobilier, comme ça les salariés ont l'impression qu'ils sont encore chez eux, et donc ils ne rentrent pas chez eux. Donc ça leur permet d'être, c'est commercial et résidentiel, c'est la contraction de mots, donc résimercial. Donc c'est un peu la nouvelle tendance selon Le Monde pour le design, pour faire en sorte que voilà, vous restez bien au travail, surtout encore plus longtemps que possible. Comme ça, on met des jolies couleurs et vous aurez l'impression d'être à la maison. Et puis en France aussi dans le design on a un gros événement qui s'appelle la France Design Week. Tous les ans on a ça, donc c'est Cocorico, les designers français sont mis à l'honneur. Alors là c'était pas la dernière édition, c'est l'édition précédente où il y avait des designers qui avaient conçu donc une table pour le Conseil des ministres, je crois. Il y avait une jolie table, des étudiants en design qui avaient fait ça. Donc voilà le cliché un peu du design, hein. Qu'est-ce que les designers font? Des tables pour mettre où? Dans les bâtiments de luxe. Ok, très bien. Mais l'année dernière, donc en 2023, je me suis dit trop bien, la France Design Week se renouvelle. Ils vont appeler ça Vivant Vivant. Trop bien, faire des trucs sur la nature, les animaux, la place vivant, et comment on peut habiter ensemble, etc. Trop bien. Je me suis dit, voilà, c'est le festival du design partout en France, on va enfin parler des vrais sujets, quoi. Et puis, bon, en fait, je suis allé voir sur les présentations. Globalement, c'était ça qui était présenté. Donc, des trucs de luxe avec des vases de luxe, des miroirs de luxe, des intérieurs de luxe et des choses qui finissent dans des galeries d'art et des galeries de design de luxe. Donc, au final, j'étais un peu déçu, je ne vous cache pas, de ce terme vivant, on a accouché ce genre d'intervention. Et puis aussi la presse qui vient mettre en avant la France Design Week en parlant de tendance. Ça c'est fou, hein. À chaque fois qu'on parle de design, on parle de tendance tout de suite. Où est-ce qu'on peut aller manger pendant la Paris Design Week notamment, et puis aussi le prix de la création industrielle. Donc forcément dans le design on a des tendances et puis des médailles, des prix, quoi. Vous êtes le meilleur designer qui a fait un truc comme ça. Voilà. Donc forcément l'orientation du design et le prisme qu'on donne au design en France est encore un peu compliqué. Mais heureusement, en 2021, l'État a sorti le Conseil national du design, le CND. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils ont fait des annonces et tout ça, le ministère, machin. Ça y est, on a un Conseil national du design. Bon, vous ne le saviez pas. Et en fait, depuis, moi j'ai suivi ça avec grande attention. Aussi, ça y est, ils vont prendre, je sais pas, ils vont prendre en considération les designers, les freelances, les futurs étudiants designers, parce qu'il y a des milliers d'étudiants qui sortent d'école de design tous les ans. Donc, est-ce qu'ils vont trouver du boulot, comment ça marche, etc. Et en fait, depuis 2021, je suis retourné sur leur page LinkedIn, il n'y a rien. Ils n'ont rien publié, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien proposé. Bon, ils sont payés, hein, en attendant, les gens qui sont à la tête de ce conseil, ils reçoivent bien leur salaire, vous en faites pas. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien. Donc je suis quand même allé sur leur site, et en bas de la page, ils ont les travaux en cours. Donc il y a des grands prix, comme je le disais, des grands prix du design. Ok, bon, on ne sait pas. Les dossiers CMA intégrant le design. Donc voilà, je ne parle pas vraiment. Et puis le financement et échange d'investissement lié au design. Donc voilà, rendre éligible et communiquer
clairement les coûts du design dans les projets subventionnés internes sous-traités. Donc c'est pas ça pour l'instant qui va mettre, on va dire, les designers en avant ou les sortir des galères professionnelles parfois qu'ils doivent reconnaître. Mais en tout cas, on va suivre le CND, le Centre national du design, avec grand intérêt. Toujours au niveau des structures politiques qui sortent des projets, là on a le ministère de la Santé et de la Prévention. Donc c'est en lien avec le gouvernement directement. Ils ont sorti donc Miroka et Miroki. Ce sont des robots qui vont aider les aides-soignants. Donc ça a été publié, j'ai pu en 2023. Donc vous vous souvenez, pendant le Covid, ils ont fermé plein de lits d'hôpitaux, ils ont licencié du monde et tout ça, donc les soignants qui réclament des meilleurs salaires et tout ça. Et là, en fait, une start-up sort ces petits robots qui vont aider les soignants à transporter notamment, là c'est un paquet de gants en fait, là sur un plateau, des gants nitrites, vous savez, pour faire des manipulations, opérations et tout ça. Et puis voilà, donc ils sont soutenus par l'État, donc ils sont financés avec le sous, et donc c'est des petits robots qui vont être dans les hôpitaux apparemment. Bon, on verra, j'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas, est-ce que c'est ça le progrès, ou est-ce que c'est peut-être offrir de meilleures conditions au personnel qui est déjà là. Et j'en ai bientôt terminé sur le design aujourd'hui. Il y a la culture design peut sauver le monde. Donc on a encore des articles de presse qui parlent de ça. Non, le design n'a pas sauvé le monde, clairement pas, ne vous en faites pas. C'est un peu trop de stress et trop de pression sur nos épaules. Mais le design ne sauvera pas le monde. Je pense que c'est aussi un imaginaire à déconstruire. Donc, à mes yeux, pour moi, avec mon propre regard sur tout ça, le design contemporain, il ne remplit pas son rôle. Il n'a pas suffisamment d'impact sur les enjeux importants que j'essaie de vous présenter au début, mais il a plus un impact sur des enjeux mineurs, voire des non-enjeux. Quelque part, avoir un miroir qui coûte 14 000 € dans sa salle de bain, est-ce que c'est plus important que de pouvoir apporter de l'aide à des gens qui ont connu un séisme ou qui connaissent la guerre? Voilà, donc c'est un peu noir ou blanc là, comme je vous le présente, mais on pourra entrer dans les subtilités par la suite. Donc moi, face à cette question-là, j'essaye d'avoir trois questions qui en découlent. La première, c'est est-ce qu'il faut détourner le design, donc le détourner de sa fonction première, de sa fonction industrielle historique. Faut-il le hacker? Est-ce qu'on peut hacker le design? Voilà, on va voir qu'est-ce que c'est que le hacking. Et est-ce qu'on peut saboter le design? Donc ça, pour moi, on rentre déjà dans le côté un peu maquis, on rentre un peu dans le côté belliqueux, on rentre dans le côté un peu sabotage. Et le sabotage, pour moi, c'est très créatif et je trouve ça très intéressant, tout comme le hacking et tout comme le détournement. Donc on va commencer sur la première question, faut-il détourner le design? Alors est-ce qu'on peut détourner le design ou est-ce qu'on peut détourner par le design? C'est déjà la définition de qu'est-ce que c'est que le détournement. Donc je suis allé voir sur Internet, j'ai demandé à Internet, il m'a répondu que c'est l'action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son propre profit. Donc c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on fait de façon illégitime pour son propre intérêt. Donc exemple de détournement, donc le détournement d'argent public libyen, en l'occurrence pour financer une campagne électorale française, Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est un exemple classique, quand vous tapez détournement, tout de suite on tombe sur ça. Après, il y a des détournements un peu plus intéressants. Olympe de Gouges, 1771, qui a détourné la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui a osé écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça lui a valu beaucoup de problèmes, voilà, elle n'a pas fait que ça évidemment, mais ça a été une forme de détournement historique, et aussi, on va dire, imprimée et culturelle et écrite. Bon, après, elle a été guillotinée en 1793 pour trahison. Mais voilà, ça a été un exemple de détournement que je voulais souligner. On a d'autres détournements plus classiques, même s'ils sont remarquables également. Picasso, dans l'art, qui a détourné comme ça, qui a créé cette tête de taureau, qui est en fait une selle de vélo et un guidon qui sont assemblés. Donc voilà, quand on parle de détournement en art, on peut retrouver ce genre de choses qui sont tout aussi intéressantes. Et puis, je vous montre ça parce que pour moi, l'industrialisation, le fait qu'on ait des objets industriels produits à grande échelle, ça transforme les objets en matériaux, et donc on peut les détourner et les utiliser comme des matériaux. Donc là on a un caddie qui n'est plus utilisé comme caddie mais comme matériau pour en faire des chaises. Donc ça c'est voilà, on a un peu le côté
voilà, tous les ready-made, etc., que vous connaissez sûrement, vous avez pu voir. Mais dans cet esprit plus contemporain, la surindustrialisation, et notamment le capitalisme, ça permet aussi le développement et la pensée Jugaad. Alors ça, si vous ne connaissez pas, vous irez voir la pensée Jugaad, c'est une pensée qui vient d'Inde. Ça veut dire le détournement un petit peu et le réemploi des objets, des déchets, des matériaux, pour en faire des choses décalées, intelligentes. En français, on parle d'innovation frugale. Il y a un très bon livre de Navi Rajoub qui s'appelle L'innovation frugale et la pensée de Jugaad, justement, et comment on peut justement continuer de produire, de créer, mais avec en gros les rebuts et les laissés pour compte de la surindustrialisation de notre économie et de notre environnement en général. Donc là, par exemple, les deux petites filles qui sont sur une caisse en plastique qui a été creusée pour en faire un petit siège pas du tout sécurisé, mais bon, ça fonctionne. Vous irez chercher un pensée de Jugaad, il y a plein de choses passionnantes là-dessus. Détournement aussi, c'est ce genre de système où on vient instaurer, donc ça c'est des municipalités qui font ça parfois, qui viennent installer des pics sous les ponts pour éviter qu'il y ait des personnes sans abri qui s'y installent avec des tentes notamment. Donc c'est une forme de détournement un peu sauvage de l'espace urbain. Mais ce qui est amusant, c'est quand le détournement devient détournement. Donc là, tout à coup, on a le même genre de pic sur des bords, c'était une banque, je sais pas quoi, et quelqu'un qui vend ses œuvres d'art dans la rue a installé ça pour en faire une petite galerie d'art en utilisant ces pics pour éviter que les gens s'asseyent tout simplement sur les rebords. Donc on peut détourner ce qui est déjà détourné. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant en termes de réflexion, de se dire toutes les choses qui sont là contre nous, comment on peut les détourner, soit pour se les réapproprier, soit aussi pour, on va dire, les retourner contre la structure qui veut nous pousser, nous enlever, nous retirer, etc. Pareil, ce genre de banc, donc voilà, je vous en parlais un peu tout à l'heure, ça c'est une forme de détournement des sièges qu'on peut voir derrière. Et ils ont été détournés pour en faire des espèces de pose-fesses sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir très longtemps. Et il y a une designer qui a réalisé ce banc justement, qui est à l'inverse de ces bancs qui empêchent de dormir dessus. Elle a créé un banc qui se replie justement pour dormir dessus et être abrité avec une charnière au milieu et être abrité en cas de pluie par exemple. Donc il y a des idées comme ça pour aller détourner les détournements. Je vous laisserai vous voir quel détournement vous avez envie de détourner. De mon côté, moi je ne fais pas d'objet, mais j'aime bien détourner les images. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai pu faire. Donc détourner des images. Par exemple, récemment, il y a eu le roi d'Angleterre qui est arrivé en France, donc il y a eu un grand dîner à Versailles. Donc il y a eu beaucoup de photos de ce grand dîner à Versailles, etc., avec le roi Charles III, où on a parlé de combien ça coûtait, etc. C'est pas le sujet. Mais par contre, quasiment le même jour ou la même semaine, il y avait des campagnes du ministère de l'écologie qui étaient que pour préserver le budget et pour économiser l'énergie, il faut réduire. Ils appelaient ça je baisse, j'éteins, je décale. Donc vous savez, les slogans un peu du gouvernement, un peu marketing, un peu partout. Donc moi je me suis dit, tiens, c'est amusant quand même, c'est un peu grossier de nous dire, bon, faites attention, éteignez les lumières et tout ça. Et en même temps, il y a l'opulence à fond qui est diffusée partout. Donc j'ai tout simplement repris donc cette photo que j'ai complétée, parce qu'en fait la photo n'était pas complète, donc avec une IA, j'ai pu rajouter un peu de plafond et un petit peu de personnes en bas, et j'ai simplement repris le slogan du gouvernement avec une typo un peu plus sérif, je crois que c'est du Garamond, ou du Casson, je ne sais plus, pour pouvoir avoir quelque chose d'élégant et qui rappelle un petit peu le slogan du gouvernement. Pareil, j'aime bien détourner aussi les symboles de la République. Donc ça, c'est le faisceau de Victor, donc c'est un des symboles de la République française. Hein. Si vous allez sur Wikipédia, vous tapez symbole de la France, vous avez tout ça en SVG. Et donc ce faisceau de Victor, donc, qui reprend voilà, un peu comme les armoiries de la France, je les ai retravaillés pour souligner un peu les questions de surveillance et d'indiquer la République sous surveillance. C'est une affiche que j'ai faite il y a presque 8-10 ans, je crois, mais qui est encore d'actualité avec tous les systèmes de surveillance qui sont mis en place autant dans le numérique qu'avec la vidéosurveillance un peu partout.
Pareil dans le détournement, donc détourner tout simplement avec des images et des mots. Voilà, parce qu'on met souvent, il y a souvent les mots à la mode, hein. Ah, c'était un fichier S, ah, c'était quelqu'un qui avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire français sur le dos, c'était un casseur, c'était un zadiste, etc. Et donc j'ai tout simplement créé ces images pour pouvoir dire, ok, en fait, il y a Napoléon, on a Jeanne d'Arc et on a le général de Gaulle. Le général de Gaulle, à une époque, s'il y avait eu des fichiers S, il aurait été fichier S, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, c'est curieux de pouvoir mettre ces mots-là devant des personnalités qui sont maintenant adulées par pas mal de personnes. Pareil avec les IA, parfois je m'amuse aussi à faire des images. Donc là, c'est un grand dîner un peu chic où j'ai pris le mot inflation, mais ça marche un peu mieux là où on a l'Assemblée nationale et on a avec les rideaux de l'Assemblée nationale le 49.3 qui est intégré dans les voûtes et les arcades des murs en fait quelque part pour tout simplement faire une affiche où la typographie est intégrée avec l'architecture et avec le décor de l'image. Voilà, donc pareil, détournement de l'ici de la Légion d'honneur. C'est le jour, j'ai fait cette image le jour où on a Patrick Pouyanné, donc c'est le directeur, le PDG de Total, qui a reçu la Légion d'honneur, donc il n'y a pas si longtemps. Et donc j'ai fait une Légion d'honneur où il y avait du pétrole dessus. Donc j'ai généré ça aussi pareil pour pouvoir créer du pétrole. C'est assez compliqué de créer du pétrole avec une intelligence artificielle parce que il veut pas en fait, il refusait. Donc j'ai dû trouver des astuces pour lui accepter du pétrole, mais que c'était un liquide visqueux foncé. Et donc voilà, ça a pu fonctionner. Détournement aussi du logo des Jeux Olympiques. La petite flamme, j'en ai fait une petite flamme sur une bouteille, donc ça fait un cocktail Molotov. Je me suis dit que ça pouvait être amusant et décalé vu comment les Jeux Olympiques s'annoncent. Et puis on a aussi tous les symboles et les logos des Jeux Olympiques. Vous les avez sûrement vu passer. Et donc j'ai détourné les pictogrammes des Jeux Olympiques qui sont hyper baroques, hein, si vous les avez vus, pour rappeler un petit peu les problématiques qui sont soulevées sur les Jeux 2024, notamment par rapport au code du travail, par rapport à la surveillance, par rapport à la bétonisation des sols, par rapport à la surveillance augmentée avec des IA derrière pour surveiller les gens, tous les produits qui sont made in China, le travail dominical aussi des gens, bref, les tests génétiques sur les sportifs, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait j'ai essayé de faire des pictogrammes qui s'inscrivent dans le même style que les pictogrammes des Jeux Olympiques, mais avec les thématiques actuelles. Et donc l'agence de com qui a fait les pictos pour les JO m'a écrit, le directeur d'ailleurs, en me disant oh, c'est sympa, mais je suis pas trop d'accord, mais c'est un peu sympa quand même. Bref, ça m'a fait rire, bon, on a discuté, hein, voilà, c'est du détournement, il n'y avait pas de mal, mais voilà, j'ai réussi à imiter un peu le style de ce qu'ils avaient pu faire. Ça, c'est pour la Coupe du Monde du Qatar, où j'ai pu détourner justement on va dire la Coupe du Monde, donc le trophée quelque part, avec en hommage à tous quelque part les travailleurs qui sont décédés notamment, qui ont travaillé dans des conditions horribles pour le Qatar. Qu'est-ce que j'ai pu détourner encore comme image? Donc ça c'est le rapport du GIEC. Donc j'ai refait la couverture du rapport du GIEC, où on a ce petit mème, vous le connaissez peut-être, de ce chien qui est assis à la table avec un thé ou un café qui est très calme, mais qui est hyper flippé, et il y a du feu partout. Et en gros tout va bien. Et donc j'ai repris ça et je l'ai mis sur le rapport du GIEC et donc les gens du GIEC l'ont vu, ça les a fait rire et en même temps ça les a fait pleurer aussi, je pense, un peu, parce que voilà, chaque année il y a un nouveau rapport voilà, qui sort et c'est parfois de plus en plus compliqué. Hop là. Détournement aussi, j'ai découvert qu'il y avait un code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Et donc j'ai tout simplement repris ce code de déontologie et je l'ai mis sur des photos d'actes on va dire d'actes malveillants de la part de certains policiers, etc. Donc gazer des journalistes, mettre des étudiants qui sont au lycée, au collège, je sais plus, à genoux contre un mur, etc., etc. Donc voilà, pareil, et en rappelant que les policiers doivent faire preuve de probité, doivent adapter les mesures par rapport à la menace, etc., etc. Ça a permis à plein de gens de découvrir qu'il y avait un code de déontologie de la police, notamment. Là, j'ai détourné le logo de Total. J'ai juste mis un petit avion et de la fumée. J'aurais dû vous mettre le vrai logo à côté, mais voilà. Donc pas mal de détournements, des détournements de cartes de Noël que j'ai offert à ma famille pour Noël et à mes amis aussi pour diffuser un petit peu autour de moi voilà, une pensée contestataire. Donc ça c'est pour détourner des images, et puis aussi on peut détourner des concepts. Moi j'aime bien aussi, je suis graphiste mais je fais aussi beaucoup de numérique, et donc ça vous en avez sûrement peut-être entendu parler, c'est le passe culture.
qui propose pour les plus de 18 ans, enfin à 18 ans d'ailleurs je crois, d'avoir 300 € pour découvrir la culture. Donc c'est un truc du gouvernement, ministère de la Culture et tout ça. Donc je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais je me suis dit, mais comment utiliser ces 300 €? Parce que c'est une somme quand même. Et donc j'ai fait un générateur, j'ai fait le pass contre-culture, le pass culture générateur, et en gros vous allez dessus et il vous génère des idées. Mais évidemment, il vous génère des idées sur comment utiliser ces 300 € en livres, en films, en musique, etc. Mais qu'avec des trucs qui sont contestataires. Donc sur l'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, les Gilets jaunes de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le documentaire sur les Gilets jaunes. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Henri David Thoreau sur la désobéissance civile, etc., etc. Donc avoir vraiment des ouvrages de contestation, des ouvrages politiques, des ouvrages engagés, en me disant pourquoi pas utiliser cet argent quelque part d'une manière volontairement engagée. Donc ça donc j'ai fait un petit générateur, hein, voilà, on clique dessus, à chaque fois ça génère des idées, c'est interactif, c'est responsive, etc., etc. Pareil, j'ai essayé de détourner aussi les détournements symboliques de l'extrême droite. Donc ça, c'est un sujet assez sensible. C'est pour ça que je bois un peu d'eau. En France, il y a une montée de l'extrême droite, hein, vous le savez, ça fait des années. Et en fait, chez certaines personnes, notamment les forces de l'ordre, mais aussi des gens dans la rue ou autres, dans des manifs ou quoi, il y a des gens qui arborent des symboles. Ou sur des sites internet aussi, ou sur des avatars, sur les réseaux sociaux, etc. Ils abordent des symboles qui sont des symboles réappropriés. Donc, des fois, c'est des symboles, je vais vous en montrer quelques-uns. Et puis des fois, c'est des patchs, là en l'occurrence, non réglementaires. La police qui a un petit symbole comme ça, avec la tête du Punisher. Donc le Punisher, c'est un personnage de comics américain qui est un personnage qui fait justice lui-même. Donc c'est un genre de policier qui va aller tuer les gens sans les mettre devant un juge. Et donc d'avoir ce petit patch là sur l'épaule, c'est pas très rassurant pour les citoyens. Et donc j'ai créé comme ça un site qui s'appelle Indextrême. Donc c'est l'index des symboles réappropriés par les extrêmes, donc autant l'extrême droite mais aussi toutes les partis fascistes, etc. En France uniquement. Au début je voulais faire dans le monde, mais en fait il y en a beaucoup trop. Et donc j'ai travaillé avec un journaliste qui s'appelle Ricardo. Que vous avez, je sais pas si je l'ai mis là ou pas. Et donc avec Ricardo, on a travaillé comme ça. Donc moi j'ai réalisé le design, le graphisme, le sourcing, etc. Lui il a rédigé les textes parce que voilà, le journaliste c'est son travail. Et donc l'idée c'est de se dire quand on a un doute sur un patch, un t-shirt, un visuel qu'on voit sur internet, un policier qui a un holster avec une tête de mort un peu bizarre, on sait pas trop. Quelqu'un qui fait une soupe populaire, mais il y a un gros symbole de cochon dessus, et donc cette soupe populaire, elle ne s'adresse pas à tout le monde. En fait, ces éléments, donc c'est répertorié, donc j'ai créé une classification avec les crânes, les personnages, les différents types de croix, les acronymes, etc. Et donc vous sélectionnez, par exemple là quand on sélectionne animaux, alors évidemment les animaux ne sont pas extrême droite à la base, un cochon c'est pas extrême droite, pas plus qu'une guêpe, etc. Mais l'utilisation de ces animaux pour en faire des porte-étendards d'extrême droite, c'est une façon d'aller les réutiliser, les manipuler. Aujourd'hui, si vous vous baladez avec un drapeau français, les gens peuvent vous apparenter à certains partis politiques, alors que c'est juste le drapeau de la France, donc c'est délicat. Et donc l'idée c'est de pouvoir sélectionner justement, là en l'occurrence c'est le Punisher, pouvoir sélectionner dans ces catégories le symbole en question et de voir son historique. Donc voilà, le Punisher c'est juste un comics américain de fiction, machin, etc. Mais aujourd'hui il a été vu sur telle personne à telle date, avec telle source, à tel endroit, machin, tel article de presse, c'est condamnable, c'est interdit et donc c'est répréhensible. Et donc il y a notamment le drapeau des confédérés américains qui a été vu dans les commissariats ou autres. Donc ça permet déjà de se faire une culture graphique de ces symboles-là, de pouvoir les identifier, les reconnaître, connaître leur historique et connaître aussi leur portée. Voilà, donc ça c'est un projet de design, hein, design graphique, design politique et aussi design interactif qui m'a valu quelques coups de fil menaçants, des emails de mort et tout ça. Donc comme quoi je m'y attendais pas trop, mais ça va, pas plus que ça. Dans les détournements aussi de concept, on a, voilà, vous savez, les voisins vigilants. Vous voyez ça parfois dans les villages. Vos voisins sont vigilants, sous-entendu, faites pas de bêtises parce qu'ils vont vous dénoncer, quoi. Et donc j'ai détourné ces panneaux pour en faire les voisins accueillants, les voisins amusants, encore voisins accueillants. Voilà, j'avais fait toute une série, voilà, j'en ai mis que quelques-uns, mais une série de panneaux comme ça pour dire en fait les voisins sont beaucoup plus sympas et ne sont pas juste vigilants à vous surveiller.
Bref, pour conclure cette partie sur la question du détournement, pour moi, c'est un mode d'interaction face parfois à l'absurdité du monde. Le monde, parfois, on ne le comprend pas, il nous a l'air absurde, il est parfois trop violent, etc. Et donc, le détourner, de se réapproprier pour en faire quelque chose de décalé, de drôle, d'engagé, ou qui nous fait du bien, ou qui nous permet de partager aussi des idées ou des idéaux. Pour moi, c'est ça le détournement. En tout cas, c'est ma manière d'aborder cette question du détournement par le design et avec le design. Et donc je voulais juste, ça c'était Albert Camus, l'humanisme athée de Camus, pardon, c'est par Arnaud Corbic, qui disait: congéniant tout espoir et récusant toute attitude d'évasion, l'être humain se doit de faire face à l'absurde, car c'est dans cette confrontation décidée et incessante avec l'absurde que l'homme se découvre révolté, et c'est dans la prise de conscience de l'absurde qui s'accompagne de révolte contre celui-ci que l'homme advient à lui-même et affirme sa dignité. Et donc pour moi cette phrase elle est forte parce que justement on est confronté tout le temps à l'absurde, donc on se révolte face à l'absurde, et quelque part comment faire en sorte d'être digne face à l'absurde, c'est de se révolter justement contre cette absurde. Et donc pour les détournements, je voulais aussi vous montrer, là c'est moins des projets de graphisme, de design, mais c'est plus la manière dont j'ai pu détourner ma vie personnelle, ma vie privée, ou je sais pas comment dire, ma vie en général, grâce ou avec le design. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu rester freelance, c'est parce qu'en fait, le design me permet d'avoir un peu d'argent, pas des masses, mais un peu d'argent, qui permet de me nourrir, de me loger, de nourrir ma famille, et puis ensuite, avec ce qui reste, de pouvoir faire des projets, donc passer du temps sur les projets que vous avez vus, mais aussi de me former. Et donc me dire, en fait, si je fais un logo et qu'à côté j'arrive à me former sur d'autres compétences, d'autres techniques, je suis hyper content. Et donc voilà, là, j'ai fait des formations sur le travail du bois, par exemple les assemblages bois, j'ai appris tout ça. J'ai payé aussi des outils pour travailler le bois à côté, des outils qui coupent. J'ai fait aussi des formations sur de permaculture, donc payé par ma boîte, en gros, par mes propres argents d'entreprise, pour justement apprendre à faire tout ça. J'ai fait des formations d'apiculture aussi. Je n'espère pas de pouvoir mettre des ruches dans mon jardin, de ces quatre. J'ai fait aussi des formations de coutellerie, etc. Donc pas mal d'artisanat, de choses manuelles, et de me dire d'arriver à transformer du design numérique à la base en design tangible dans les apprentissages que je peux faire. Pour moi, c'est une victoire quelque part sur mon indépendance et aussi sur le fait de détourner quelque part le design. Faire des formations aussi de premiers secours, etc. Et là, il y a 2 semaines, j'ai fait une formation de tournage sur bois pas loin de chez moi. Et donc voilà, de pouvoir apprendre, m'équiper et me dire quand je travaille, c'est pas juste pour la gloire ou pour servir des clients ou quoi, mais c'est vraiment pour pouvoir aussi moi augmenter mes capacités, développer une sensibilité, une appréhension d'autres choses, et me dire si un jour je fais plus de design, ou en tout cas si je fais plus ce genre de design, je ferai d'autres choses aussi à ma manière. Ça permet aussi de détourner l'argent du design. Donc chaque année, je finance une nouvelle association, donc une ONG, hein, Human Rights Watch, pardon, c'est une ONG. L'Electronic Frontier Foundation aussi, c'est une ONG, je crois. Donc voilà, ça dépend des années, mais en fait, tous les ans, je me dis, ok, à la fin de l'année, avec un peu d'argent qui reste dans ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je peux financer comme nouvelle association. Donc à bout d'un moment, ça fait pas mal, mais ça permet chaque année d'approfondir, on va dire, ces questions d'engagement par le design. Une manière aussi dont je détourne en fait quelque part mon métier, c'est-à-dire que un des éléments les plus importants pour moi en tant que designer, c'est que j'attends surtout pas d'avoir des clients qui me contactent pour travailler, parce qu'en fait sinon déjà j'ai pas 150 000 clients, et ensuite une fois que le truc est fait, je vais pas retourner devant ma télé, j'ai pas de télé, mais à jouer à la play et tout ça, je m'ennuierai. J'ai toujours envie de créer des choses, et donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de LabOMG, avec qui j'ai cofondé donc avec Margot Crinon sur ce projet. Et donc on s'est dit, voilà, on n'a pas de clients là-dessus, mais on va lancer un labo de design environnemental avec une éthique environnementale. Et donc on a fait des posts Instagram pendant 1 an, et toutes les semaines on publie des choses sur Instagram. On a fait évidemment travail de photos. Là on a eu un premier client parce que justement on commençait à faire des projets sur l'utilisation des matériaux roseaux, par exemple dans les Vosges du Nord. On a fait de la typographie, des polices d'écriture avec de la microbiologie, donc avec des souches, pas de bactéries, je vous rassure, mais de champignons. On a fait des workshops avec des étudiants, on essaie de développer des projets sur l'écoute de la nature, donc c'est des projets qui sont auto-initiés, qu'on fait sur notre temps libre. On fait beaucoup d'images, beaucoup de visuels, on essaie d'expliquer aussi qu'est-ce que c'est que le monde qui nous entoure, les éléments naturels, parce qu'avec LabOMG, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de dire si on connaît mieux les choses,
qui nous entourent, les animaux, les espèces, le vivant, etc., on peut peut-être se nouer d'affection pour ce monde-là qui nous entoure. Et si on se noue d'affection, peut-être qu'on va en prendre un peu plus soin, on va faire un peu plus attention à ça. Et donc peut-être le protéger ou réfléchir autrement. Et puis là, voilà, on a fait un projet pour compter les espèces végétales ou animales, ça dépend autour de chez soi, quand on fait du recensement scientifique par exemple. Voilà, comment reconnaître un triton alpestre, une grenouille ou d'autres animaux. Et puis, ce qui a donné lieu ensuite, donc ça on a commencé en 2021 je crois, ce qui a donné lieu ensuite à des cours sur écologie design, ce qui a donné lieu ensuite aujourd'hui, Margot, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une thèse en écologie, philosophie et design, donc ça c'est sa page de thèse, elle travaille vraiment à l'université de Strasbourg, où justement elle vient questionner le rapport contemporain qu'on peut avoir à la notion de sauvage, qu'est-ce que c'est que le sauvage, est-ce qu'il y a encore des choses du vivant qui sont sauvages, etc. Pour aller voir son travail, c'est passionnant. Et puis un des derniers trucs qu'on a sorti, ça s'appelle Forêt de Signes. Pareil, c'est une idée qu'on a eue en se promenant dans la forêt, c'est qu'en fait, parfois sur les arbres, il y a des symboles qui sont bombés, parfois il y a des pictogrammes qui sont sur des petits panneaux, et en fait, il y a tout un langage graphique humain dans les forêts. Et donc, en fait, on a répertorié, on a interviewé des gens de l'ONF, on a répertorié tous ces symboles, et en fait, on en a fait un petit carnet qu'on met dans la poche, et quand on se promène, on peut reconnaître la signification de tous ces symboles du club vosgien, des symboles de grande randonnée, tous les symboles de l'ONF, quand ils disent qu'un arbre ne doit pas être abattu parce que c'est un arbre qui est en lien avec la biodiversité, bon, bah, c'est un triangle jaune inversé, il faut le savoir, etc. etc. Donc c'est un genre de petit guide qui permet d'avoir tout le temps dans la poche quand on se balade en forêt et qui permet de repérer un petit peu et d'identifier un petit peu le vivant qui nous entoure. Donc ça c'est la première partie sur la question du sabotage. Ça fait 50 minutes, ça va, il reste encore un peu de temps. La deuxième partie, donc, ce serait sur le hacking. Moi, le hacking, c'est un sujet qui m'anime depuis longtemps, depuis que je suis enfant, pour tout vous dire. J'ai eu les premiers ordinateurs, voilà, mon père avait acheté un Commodore 64, c'est une grosse machine, je ne vous ai pas mis la photo, mais voilà, avec un tout petit écran, et en fait j'avais 3 ans et je découvrais ça, c'était fascinant. Et puis après, petit à petit, Internet est arrivé, avec mon grand frère qui était très geek, dans le numérique, on a fait pas mal de bêtises sur les ordinateurs avec Internet, mais rassurez-vous, rien de méchant. Et j'ai toujours cet esprit du hacking, du détournement, du piratage qui m'a toujours intéressé et interpellé. Donc j'ai demandé au Robert, donc le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que le hacker, et ils disent que c'est une action de pirater un système parfois informatique par jeu sans intention de nuire. Bon, j'ai rajouté parfois pour nuire quand même, faut pas déconner, parce que Robert il est sympa, mais il y a beaucoup de hacking aujourd'hui qui sont vraiment malveillants, qui servent à, par exemple, bloquer des hôpitaux en demandant un ransomware, en demandant de l'argent, en disant voilà, toutes vos données sont chiffrées, donnez-nous de l'argent en bitcoin et on vous libère vos données. Bon, bah ça c'est des formes de hacking qui sont terribles. Après il y a du hacking voilà, qui permet parfois de contourner la censure de certains pays, etc. Et donc ça, je suis passionné par ces sujets-là. Ça, c'est un des premiers hacks, qui est culte dans le monde des hackers. C'est dans les années 70, il y a quelqu'un qui s'appelle John Draper, qu'on a appelé Captain Crunch, qui a découvert un petit jouet, un petit sifflet dans une boîte de céréales qui permettait de siffler avec une tonalité particulière. Et en fait, à cette époque, quand on voulait téléphoner sur des longues distances, il fallait payer, donc il fallait indiquer à l'opératrice ou à l'opérateur, voilà, je veux appeler au Canada, aux États-Unis. Donc l'opérateur ou l'opératrice émettait un signal et le téléphone comprenait que ce signal permettait d'accéder à une ligne permettant d'aller à l'étranger. Et en fait, ce son très aigu, c'était le même son qui était fait par ce sifflet. Et donc, lui, il sifflait tout simplement dans le combiné téléphonique et ça lui permettait d'appeler à l'étranger très facilement. Et donc, il s'est appelé Captain Crunch, comme le nom de la boîte de céréales. Et après, il a fait plein d'autres hacks, mais ça, c'est un peu un objet légendaire du hacking. Après, dans les années, on va dire 80 aussi, il y avait les compteurs électriques. Dans certains appartements, immeubles, vous avez peut-être encore ce genre de truc. Il y avait des gens qui ralentissaient leur consommation électrique en mettant un gros aimant sur le côté, parce qu'en fait, là, ce que vous avez, c'est une roue qui tourne. Et en fait, quand l'électricité est consommée, elle tombe de plus en plus vite, parce que plus vous consommez, plus ça tombe vite. Et donc, les gens mettaient un aimant pour ralentir le fait que la roue tourne, et donc et pour donner l'impression qu'ils consommaient moins. Donc, c'est un genre de hack qui aujourd'hui, avec les compteurs Linky, c'est plus possible. Mais voilà, sachez qu'il y a eu ce genre de hack très tangible, très physique. Souvent, on pense au hacking informatique, mais au départ, le hacking, il est très matériel.
Ça, c'est un hack que j'ai fait, que j'ai pas inventé, mais que j'ai fait quand j'étais au lycée, je crois, au collège, au lycée. On avait des cabines téléphoniques. Voilà, il n'y avait pas de téléphone portable encore à l'époque. Et donc, on avait des cartes avec des puces, et sur ces puces, il y avait 50 unités. On pouvait appeler 50 minutes, par exemple, ou 30 unités, etc. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une petite découpe dans la carte. Donc, cette partie en vert, là, elle était découpée. Donc, en fait, je mettais la carte dans la cabine téléphonique, je composais le numéro, ça enlevait une unité, et après, je retirais juste la languette avec la puce, ce qui fait que le téléphone, il essayait de débiter les unités, mais il n'y avait rien à débiter, mais la carte était toujours enclenchée dans l'appareil. Et donc, je pouvais téléphoner en illimité, en utilisant juste un crédit à chaque fois, parce que la carte était restée bloquée dans l'appareil, et j'avais juste retiré la puce quelque part. Donc, j'étais jeune. Et puis dans des hacks plus actuels, on a eu Cambridge Analytica qui a récupéré illégalement des millions de profils Facebook et qui a influencé des campagnes, notamment la campagne aux États-Unis, campagne électorale. Donc voilà, on a des hacks aussi de grande ampleur. Il y a encore plein de hacks là, sur France Travail, sur le Pôle emploi, France Travail maintenant. Il y a des données qui ont chuté, bref. Et les gens commencent à recevoir du spam en lien avec la recherche d'emploi. Donc il y a pas mal de choses aussi de hacking contemporain qui sont un peu décalés, un peu rigolos, mais en même temps dangereux. Il y a des gens qui s'amusent à coller des QR codes avec payer votre parc-mètre directement avec votre téléphone sans passer par l'interface parfois très complexe du parc-mètre. Et en fait, c'est un faux QR code. Donc on scanne, on arrive sur une fausse interface de parc-mètre. On dit, voilà, rentrez votre plaque d'immatriculation, payez avec votre carte, machin, boum, ça y est, vous avez payé. Et en fait, pas du tout. Vous êtes juste fait avoir par un site internet avec juste un autocollant. Donc c'est assez curieux de se dire, juste avec un autocollant imprimé et un petit site internet, on peut gratter de l'argent à des gens qui n'ont pas compris ça. On a aussi des hacks un peu rigolos. Donc ça, c'est quelqu'un qui a mis des bons de Pirate Bay dans les Apple Store. Donc avec, là, on le voit à droite, où c'est écrit 0 €. En gros, pirater les contenus. Et il a mis ces cartes qui sont à côté des cartes iTunes pour acheter des musiques, de la vidéo, des films, etc., etc. Donc c'est des formes de hack aussi, parfois un peu esthétiques aussi. Ça, c'est quelqu'un qui a hacké sa chaise roulante, tout simplement parce qu'en fait, en manifestation, ou parfois des gens dans la rue disent attendez, je vais vous aider, je vais vous déplacer, machin, etc. Donc la personne ne veut pas être déplacée contre son gré, et donc elle a installé des clous un peu comme ça, comme des punks, sur les poignées de son fauteuil roulant. Je trouvais ça assez punk et assez drôle aussi à voir. Voilà, aussi la nature peut être hackée, c'est-à-dire que là c'est rigolo, souvent on voit des pics anti-pigeons un peu partout dans les villes, et là en fait juste les pigeons ils ont hacké les pics en mettant plein de branches par-dessus, et ils se sont quand même mis là, parce qu'en fait au final en dessous il y a un écran, et vous savez ce que l'écran fait, il rejette vachement de chaleur, et donc les pigeons sont hyper confortables de s'installer là, donc ils sont adaptés à leur environnement, ils ont hacké le hack. Et pour ma part, moi, en fait, dans les premiers hacks, quand j'étais enfant, machin, il y a eu Internet, le numérique, et puis quand j'étais étudiant aux arts déco, il fallait bien faire mon diplôme, et c'était un diplôme de graphisme normalement. Donc moi, j'essayais un peu d'utiliser le hacking comme fil conducteur de projet de diplôme quand j'avais donc 24-25 ans. Et donc j'ai fait comme ça plein de croquis d'objets détournés, d'objets hackés, etc., en lien avec le numérique. Et puis comme ça, j'ai décidé de hacker la surveillance en général. Donc j'ai pas fait beaucoup de graphisme, j'ai fait de la soudure, j'ai acheté des composants, j'ai fait un peu d'électronique, j'ai fait quand même des affiches, c'est important pour mes profs. J'ai fait des sites internet avec des cartes, donc par exemple c'est une cartographie, à l'époque ça n'existait pas vraiment, une cartographie des caméras de surveillance qui étaient dans Paris, donc voilà, avec les types de caméras, donc les caméras omnidirectionnelles, monodirectionnelles, infrarouges, etc. disposées. J'ai fait récupérer, répertorier, pris en photo, etc. J'avais aussi fait comme ça un outil qui permettait de générer des identités aléatoires, donc sous forme d'un petit bracelet en clé USB. Il suffit de brancher la clé USB, de lancer le petit logiciel, et ça permettait de générer comme ça tout un ensemble d'identités aléatoires, avec un portrait aléatoire généré aléatoirement, un nom aléatoire, un prénom aléatoire, et on pouvait même aussi avoir un numéro de sécurité sociale aléatoire et un code de carte bleue aléatoire. Mais ça j'avais fait juste pour moi, pour le fun, mais en fait c'était illégal. Donc j'ai pas présenté.
J'avais fait aussi comme ça sur un portefeuille anti pour protéger les cartes à puce RFID. Voilà, le Pass Navigo notamment, il y a une puce RFID à l'intérieur qui peut être scannée. Alors c'est normal de la scanner quand on veut passer dans les bornes du métro, mais en fait elle peut être scannée à tout moment. Il n'y a pas de moment où on la désactive. Donc ce genre de portefeuille avec de l'aluminium dedans permet de protéger un peu ces cartes à puce RFID, ce qu'on a aujourd'hui maintenant sur nos téléphones ou ce qu'on a aussi aujourd'hui sur carte bancaire. À l'époque ça n'existait pas. Et puis aussi un truc qui m'a pas mal amusé, c'était de créer comme ça un bonnet avec de la lumière infrarouge, et en fait pour éblouir les caméras de surveillance. Le principe c'est que la lumière infrarouge, vous la voyez pas. C'est une lumière comme dans les télécommandes, vous savez, quand vous changez de chaîne, il y a une petite diode, c'est de la lumière infrarouge. Vous la regardez, vous verrez peut-être un tout petit truc rouge, mais ça se voit à peine. Et donc moi ce que j'ai créé comme ça, c'est que j'ai créé, donc en bricolant un système, bon j'étais jeune, de lumière infrarouge qui éblouissait les caméras de surveillance. Donc en projetant la lumière infrarouge vers la caméra, parce que la caméra, elle, voit la lumière infrarouge, et l'humain, lui, ne le voit pas. Donc ça permettait comme ça d'être très visible, parce que très éblouissant, mais non reconnaissable aux yeux des caméras. Donc j'ai fait pas mal de projets comme ça avec le bonnet infrarouge, vraiment en mode un peu bricolage, do it yourself, où j'expliquais à chaque fois sur chaque projet comment les gens pouvaient le faire eux-mêmes, et je détaillais à chaque fois quel type de pile, quel type de matériau, quel type de lumière infrarouge, quel type de composants électroniques, etc. Et en fait, ça m'a permis d'avoir mon diplôme, c'est déjà ça. Et ça m'a donné ensuite une idée, c'était de pouvoir continuer, donc à la sortie de l'école, de lancer ce projet qui s'appelle Hacker Citizen. Et ce projet, ça a donné lieu à un premier livre qui s'appelait Hacker Citizen, donc Hacking citoyen en français, avec pour objectif de hacker la ville. Et donc c'est un livre qui a été pas mal vendu, je crois plus de 3000 exemplaires, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai comme ça rassemblé donc, au sein d'un même livre 50 hacks pour se réapproprier la ville. Donc ça pouvait être pour déjouer les systèmes de surveillance, ça pouvait être pour se réapproprier l'espace urbain dans la ville, ça pouvait être, je vais vous montrer comme l'exemple, ce sera peut-être plus parlant, donc la surveillance, pour créer des bibliothèques de rue, donc avec voilà, comment il faut faire, comment s'y prendre voilà, pour installer des bibliothèques de rue, comment créer démonter les bancs parisiens pour en faire des abris pour les personnes sans abri, avec à chaque fois ce qu'il faut, je détaillais un peu en mode recette de cuisine pour que chacun puisse le faire à soi-même en fait. Faire des lancers de LED avec des LED de couleurs et des aimants sur des statues, des sculptures, etc. pour les rendre visibles ou les détourner. Installer des dead drops, donc ça c'est des clés USB qui sont cimentées dans les rues, qui permet de déposer des fichiers et aussi d'en récupérer, mais en mode complètement YOLO, comme on dit, ou totalement freestyle, c'est-à-dire qu'en fait, dedans, c'est pas ce qu'il y a. Donc, vous pouvez télécharger des virus, des trucs horribles, ou de la musique sympa et des artistes qui font des trucs. Mais en tout cas, il y a une espèce de forme de réseau de clés USB. Si vous tapez Dead Drops sur Internet, il y a une cartographie des Dead Drops dans le monde, et il y a des petites clés USB comme ça qui sont cimentées par-ci par-là. Fabrication de bombes de graines aussi pour revégétaliser la ville, le partage aussi d'électricité en ville, la lumière infrarouge pour éblouir avec la surveillance, des types de t-shirts pour on va dire brouiller la reconnaissance faciale qui est utilisée parfois par des téléphones ou par des caméras, etc. Comment détourner, il y a beaucoup d'abribus maintenant qui ont des ports USB, comment détourner ces ports USB pour coller et mettre de la musique, des objets qui bougent, enfin il y a tous les gadgets USB qui existent et qui sont imaginables. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire avec ces ports USB en libre accès. Le Parking Day, ça peut-être vous connaissez, c'est un truc où tous les ans, il y a le jour du parking, et en gros, vous louez une place de parking, vous payez 5, 10, 20 euros, dans combien ça coûte, et vous installez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre voiture. Donc en fait, vous pouvez installer un petit terrain de foot, vous pouvez mettre du gazon, vous pouvez vous installer la journée, vous avez payé votre place, personne ne vous a dit que vous étiez obligé de mettre votre voiture. Voilà, des systèmes comme ça. Faire du graffiti hydrophobe, donc avec des noms hydrophobes qui ne se révèlent que uniquement quand il pleut. Comme ça, le fait que ce soit hydrophobe, l'eau ne va pas dessus. Donc ça isole et le bitume devient foncé et le graffiti se révèle. Voilà, des trucs un peu dans tous les sens. Et ça, c'est une affiche, donc j'essaie de faire des liens entre les différents projets. Ça, c'était une affiche augmentée que j'ai imaginée, c'est de dire, on va faire une affiche de livre, et sur chaque livre, il y a un QR code. Et quand je flash le QR code, je peux télécharger le livre en question. Donc je me suis dit, voilà, c'était une proposition de projet que j'ai ensuite réalisée. Donc ça, c'est le premier livre, Hacker Citizen, ça m'a permis comme ça de rassembler la question de hacker la ville en général, de détourner la ville, se la réapproprier. Et puis ensuite, j'ai essayé d'aller plus loin justement en lançant l'édition HTKR, et ça je vous en parlerai plus en détail plus tard, avec différents projets, et notamment ce que vous voyez là sur la fiche que je vous ai montrée à l'instant. Là, j'ai réalisé celle-ci sur la culture du hacking.
comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup ça. Donc là, j'ai fait un truc très rétro, vert, noir et vert, très jeux vidéo à l'ancienne, etc. Mais sur chaque petit bout, ce que vous voyez ici, il y a des QR codes. Et donc, vous pouvez, comme ça, en flashant les QR codes, télécharger un navigateur qui s'appelle Tor, qui permet de protéger votre navigation, télécharger les musiques des films cultes de hacking, aller sur des sites du Chaos Computer Club, qui sont des regroupements de hackers, par exemple, ou du CDC, le Cult of the Dead Co, qui sont pareil, des gros consortiums de hackers. Tails, qui est un operating system qui est ultra chiffré, notamment pour des journalistes ou des pays qui censurent un peu tout. Voilà, donc des documentaires aussi, il y a beaucoup de documentaires sur The Pirate Bay, sur la DEF CON, qui est le plus gros événement au monde de hackers informatiques, etc. Et donc voilà, vous scannez et vous avez accès directement dans votre téléphone avec ce malheureux photomontage que j'ai osé faire. Voilà. Ensuite, ce concept-là, j'ai décliné avec une bibliothèque de littérature anarchiste. Donc là, toutes les tranches, tous les dos des livres que vous voyez, vous scannez, en fait, vous avez accès aux livres en question. Et donc j'ai regroupé comme ça 50 ou 40, je crois, livres de littérature anarchiste. Donc ils sont en libre accès, hein. Vous téléchargez, vous avez le fichier dans votre téléphone direct et vous avez 40 livres dans une affiche et vous pouvez lire comme vous voulez. J'ai fait ça aussi sur la presse, donc là c'est des médias indépendants, donc j'ai regroupé 20 médias indépendants, donc il y en a qui sont spécialisés sur l'écologie, d'autres qui sont plutôt sur on va dire les actions citoyennes, d'autres qui sont plus généralistes. Et en fait, donc je présente chaque média, j'explique un petit peu comment il fonctionne, et chaque QR code renvoie pas sur le site du média directement, mais sur les dernières actualités que ce média vient de publier. Comme ça, vous pouvez avoir une espèce d'autre presse qui est possible. Il y a des gens qui installent ça dans leurs toilettes, j'ai appris ça. Comme ça, ils sont aux toilettes et ils scannent un média, ils peuvent avoir ça dans leur téléphone. Pourquoi pas? Il y a ça aussi en bibliothèque. J'ai vu des gens qui l'ont mis dans des CDI, dans un centre de documentation. Ça a été une autre aussi avec le même concept, où là, je crois que j'ai mis 50 ou 40, je ne sais plus encore, documentaires et films sur les révolutions. Donc des révolutions historiques ou des révolutions contemporaines. Donc on a le cuirassé Potemkin ou les films de Eisenstein, par exemple, qui sont du film révolutionnaire soviétique. Et on a aussi des courts-métrages un peu en hommage à Greta Thunberg ou sur des révolutions environnementales et comment des personnes peuvent mener des luttes environnementales. On a aussi des documentaires sur ni Dieu ni maître, par exemple, sur l'anarchie, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à découvrir, que de la vidéo là pour le coup, mais à chaque fois, je précise un petit peu, je mets un petit descriptif de ce que c'est. Donc ça c'est juste pour la blague, c'est que quelqu'un a hacké une borne de tramway à Saint-Étienne et a mis mon affiche de littérature anarchiste dans cette borne, il m'a envoyé la photo. J'ai trouvé le hacking sur le hacking assez drôle et assez surprenant. Voilà, détourner les supports aussi, hacker les supports. Là, j'ai sorti des billets anticapitalistes de 0 €. Donc voilà, c'est plus pour la blague, où j'ai rassemblé Kropotkin et Karl Marx sur le même billet, alors qu'il ne s'y met pas vraiment. Voilà. Et ce billet, je crois que j'ai mis pour la blague à 50 €. Voilà. Et j'ai appris que, je crois que c'est la Monnaie de Paris a sorti un billet de 0 €, genre il y a 3 semaines. Donc j'ai vu ça, j'étais amusé. Hacker les supports aussi, c'est hacker aussi la question des médias. Quand vous allez sur des médias, par exemple, vous n'allez pas le matin, vous n'allez pas votre ordi forcément en disant « Ah, je vais lancer Le Monde, Libération, Le Figaro et Le Point et je vais lire les actualités ». Souvent, la manière dont on consomme les médias aujourd'hui, les actualités, c'est je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter, je vois un truc, il y a un lien, je clique dessus, j'arrive sur un article. Ah tiens, c'était Le Figaro, ou c'était Le Point, ou machin, mais j'ai pas fait gaffe. Et donc, ce que j'ai sorti comme ça, j'ai codé un petit plugin qui s'appelle Qui possède les grands médias, qui possède les médias que nous lisons, les grands médias que nous lisons. Et donc, c'est un plugin qui permet, quand vous êtes sur un média, juste d'avoir une petite pop-up en haut qui vous dit à qui appartient le média. L'actionnaire majoritaire, parce qu'un média, ça appartient toujours à plusieurs personnes. Donc là, par exemple, si je vais sur Le Monde, je sais que ce média appartient à Xavier Niel, c'est souligné. Donc après, je dis pas c'est un gentil, c'est un méchant, il a fait ci, ça. On clique dessus, on arrive sur Wikipédia. Et donc après, on peut savoir qui est Xavier Niel, etc. Et donc, ça vous permet aussi de constater, au travers de ce plugin, que on va dire 90% des médias français appartiennent peut-être à 30 ou 40 mêmes personnes. C'est assez impressionnant de voir que tout est ramifié. Il y a le Monde diplomatique qui a sorti une belle infographie où on voit tous les médias et à qui ils appartiennent. Souvent, c'est des milliardaires qui sont en lien avec le pouvoir, grosso modo. Il y a même des médias pour les enfants qui appartiennent
à des fonds qataris un peu louches, bref, vous irez voir ça. Puis hacker les supports, c'est aussi, je vous disais, moi, dans mes objectifs, c'est de pouvoir être indépendant aussi. Regarde quelle heure il est. Ouais, ça va, on a encore un peu de temps. Il nous reste combien de temps, juste pour savoir? On a le temps. Dans cette quête d'indépendance aussi, pour moi, ce qui est important, c'est aussi l'indépendance face au numérique. Et donc, ce que j'ai fait il y a un an ou deux, non, il y a peut-être 2 ans, j'ai fait un genre de backup. Donc, j'ai acheté un petit disque dur de 1 Tera, je crois, et j'ai téléchargé tout Internet. Tout mon Internet, je précise. Évidemment, vous allez me dire, Geoffrey, comment tu as fait pour télécharger tout Internet? C'est pas possible. J'ai constaté mes usages, donc j'ai fait ce que les designers font, c'est-à-dire penser d'abord aux usages. Et je me suis dit, ok, moi quand je suis sur Internet, je regarde des vidéos, j'écoute de la musique, je vais sur Wikipédia souvent parce que j'aime bien ça, j'ai des cartographies, etc. Donc je me suis dit, comment je peux avoir Wikipédia en local sur ce petit disque dur? Comment je peux télécharger les cartographies en local sur ce petit disque dur? J'ai téléchargé l'intégralité des vidéos des 10 chaînes YouTube que je consulte le plus, par exemple, sur le genre de trucs que j'utilise le plus, etc. J'ai téléchargé des dictionnaires de traduction, des livres, une cinquantaine de livres, une centaine de livres, des traducteurs, etc. Des logiciels aussi. Je me dis, voilà, si demain j'ai plus mon ordi avec tous mes trucs, je peux avoir un ensemble de mes logiciels en local qui tournent sur ce petit disque dur. Puis après, évidemment, je suis designer et que j'aime bien ça, je me suis fait une jolie interface, et du coup, quand je branche mon disque dur, j'ai ce que j'appelle mon backup, donc il n'est pas connecté à Internet, et j'ai l'intégralité de tout ça sur mon petit disque dur. Forcément, c'est limité, j'aurai pas tout Deezer ou tout Spotify, mais j'ai les 50 albums que j'aime bien, et puis tout mis répertorié. Pareil, les podcasts, j'ai téléchargé les podcasts que je trouve pertinents et intéressants, et j'ai mis Wikipédia en local, parce que, voilà, alors, si un jour vous voulez le faire, vous verrez, vous pouvez l'avoir avec les photos, sans les photos. Voilà, en termes de poids, je vous conseille sans les photos, vous allez gagner 10 fois ou 100 fois le poids du fichier. Donc ça, voilà, dans le genre de détournement, de réappropriation des outils, des systèmes. Et puis dans le hacking des systèmes aussi, ça c'est quelque chose que j'ai fait avec les éditions HTKR. J'ai créé un petit panel, un petit ensemble de stickers qui permet de hacker le système. Alors c'est un peu pour la blague aussi, c'est un peu pour le jeu de mots, mais c'est des stickers qui sont autoritaires. Quand vous faites du graphisme, vous savez que le graphisme, il y a une autorité. Si j'ai un logo avec écrit réservé au personnel ou interdiction d'entrée dans un restaurant, je sens que je ne vais pas y aller. Ou que si j'y vais, je vais franchir un seuil, quoi. Si c'est écrit ne pas toucher sur un écran, potentiellement je ne vais pas y toucher. Donc il y a une forme d'autorité dans le design, et en fait je me suis basé sur cette autorité pour faire des stickers et pour aller venir justement les coller dans différents endroits. Donc par exemple sur les bornes où on vous demande tout le temps votre avis, genre vous aimez la SNCF, vous aimez les gares, vous aimez ce personnel qui a travaillé comme il peut pour faire ce qu'il peut, mettez-lui une note. Donc par exemple j'ai mis des stickers ne pas toucher. Cette machine vous surveille par exemple, donc là elle n'est pas vraiment directement premier degré, mais elle est un peu second degré celle-ci. Ne pas rentrer sur les trucs où on vient, voilà, donc tout à coup ça met hors service ce genre de dispositif. Ou alors sur des portes, vous collez ne pas rentrer sur plein de portes, tout à coup ces portes sont quelque part un peu condamnées. Donc voilà, donc c'est des manières de hacker des systèmes. Et puis toujours dans les plugins, parce que vous avez vu, j'aime bien faire des plugins et coder ça. Et bien là j'ai fait un petit plugin qui s'appelle Politique Polémique. Et ça vous permet juste, avec les ministres actuels, ça souligne leur nom, et quand vous mettez votre souris dessus, vous voyez voir les polémiques, quand ils en ont. Bon, la plupart du temps, ils en ont, mais voilà. Et donc, quand on clique dessus, ça renvoie vers la page Wikipédia. Donc là, par exemple, j'ai mon plugin installé, je vais sur les news, et je vois Éric Dupond-Moretti. Donc déjà, ça me souligne, ça met un petit pictogramme à côté, donc je sais que c'est cliquable. Et quand je clique dessus, j'arrive directement à l'onglet Wikipédia, machin, dans Affaires judiciaires et polémiques. Donc je sais que tiens, lui il a des casseroles, un peu, je vais cliquer dessus et je vais voir, je vais pouvoir lire où il en est de ministre de la Justice qui est encore en poste alors qu'il est accusé, voilà, qu'il est mis devant les tribunaux. Donc voilà, donc c'est le genre de petit plugin moi, qui m'intéresse, qui m'amuse, qui permet aussi de me renseigner. Peu importe s'il y a 4 personnes qui l'utilisent ou s'il y en a simplement, ça m'est égal complètement, je le fais, je le sors, ça permet peut-être aux gens de réfléchir, de voir ça différemment. Moi ça m'apprend à coder, ça m'apprend à me renseigner, ça m'apprend à faire du graphisme, etc. Et puis ça se diffuse. Puis des fois, j'ai des projets comme ça qui se diffusent beaucoup dès le début. Des fois, ils ne se diffusent pas beaucoup. Puis un an plus tard, le truc explose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le monde qui le redécouvre. Ça dépend aussi beaucoup de l'actualité, etc. Et puis voilà, après, c'est une démarche aussi pour moi, le fait d'avoir la pensée du hacking, le fait de hacker tout le temps. Quand on me propose des trucs, j'essaie toujours de... Là, on m'a dit, Geoffrey fait une conférence, je suis plutôt en mode, je vous raconte ma vie, et c'est plutôt un témoignage. Et donc, c'est plutôt une démarche. Et là, on m'avait proposé
donc c'est l'école Strat à Lyon, qui m'a proposé de faire la conférence inaugurale auprès des étudiants donc, qui arrivaient à l'école. Et donc j'ai fait, vous pouvez le retrouver sur graphis.fr, hein, j'ai publié cette intervention, mais je suis venu en fait questionner les étudiants sur pourquoi ils viennent en école de design en 2019. En disant, vous êtes sûr que c'est la bonne solution? J'ai essayé, sans être arrogant évidemment, mais de venir adresser cette question de dire, si vous êtes là, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour faire des montres? Parce que Strat, ils font des voitures, des montres, des trucs comme ça. Est-ce que c'est pour faire des montres alors qu'on n'a plus le temps? Est-ce que c'est pour faire des voitures alors qu'aujourd'hui, les mobilités, elles changent? Est-ce que c'est pour faire, ce que j'avais noté, des intérieurs bourgeois alors qu'il n'y a jamais autant de toits, etc. Donc je suis venu questionner les étudiants sur cette approche, on va dire, du design, et au moins pour qu'ils puissent démarrer l'année. Avec des questions. Donc personne n'avait relu mon discours, c'était assez drôle. J'avais pas de slide, j'avais rien. Et le directeur, il y en a qui ont souri jaune, je pense, mais après il y a des profs qui sont venus nous voir pour me dire merci, parce qu'en fait, nous c'est le genre de discours qu'on peut pas directement tenir aux étudiants. Et pourtant, il y a des designers industriels automobiles qui sont parmi les profs, qui sont venus nous voir pour dire moi je finis ma carrière et après je vais plus entendre parler de ce domaine-là, parce qu'en fait je peux pas en changer et j'ai les boules quoi quelque part. Hacker aussi les trucs, ça c'était en 2016, donc ça remonte un petit peu. Il y a eu François Hollande qui a annoncé la grande école du numérique. Cocorico, on va mettre des sous pour faire des grandes écoles du numérique. Moi j'étais présent à ce moment-là, je vous explique pourquoi. Il y avait un hackathon à l'Élysée avec des jeunes, et donc moi j'encadrais ma classe d'étudiants qui étaient présentes à ce hackathon, et donc François Hollande avait profité de cet événement pour annoncer cette grande école numérique. Et donc, avec la directrice de l'école de cette classe, on s'est regardé, on s'est dit, on va surtout pas faire une grande école, mais on va faire une école du numérique. Et donc, on a fait l'inverse de la grande école, on a fait ce qu'on appelle l'étape design, donc cette formation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une formation hybride pour des jeunes tout aussi hybrides, entre guillemets, donc c'est les fameux jeunes décrocheurs qui étaient au Pôle emploi, à la mission locale, qui étaient dans des situations parfois très compliquées, et donc voilà, j'aime bien les montrer, ils sont beaux, c'est la première promo, il y en avait plus, mais voilà, on a essayé de les mettre en photo, on leur a donné des ordinateurs, il y en a qui adorent dessiner, il y a beaucoup d'écoles un peu comme ça, de la seconde chance, je n'aime pas non plus ce terme-là, mais qui sont orientées sur le code, Simplon, que vous connaissez peut-être, mais voilà, il y a pas mal d'écoles, il y a 42 aussi parfois pour certains étudiants qui ont un peu, pas forcément la voie des études faciles et qui veulent aller dans l'univers de la programmation, mais pour ceux qui veulent faire du design, donc qui ne sont pas des cracks du code ou de l'informatique, mais qui aiment dessiner, qui aiment le numérique, qui aiment Internet, qui aiment faire des sites web, des trucs comme ça, il n'y a pas forcément de formation pour ça, et donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire l'étape design. Donc on avait des petites salles et puis on a essayé de trouver de l'argent pour financer, payer les profs et puis pouvoir faire en sorte qu'on forme des étudiants à faire des identités, du site internet, installer un WordPress, pouvoir avoir postuler aussi à des offres d'emploi. Donc on les a formés aussi avec des recruteurs sur des entretiens, comment on se présente, comment on présente son travail, etc. etc. Et puis ça c'était, j'ai oublié son nom monsieur, mais c'était le maire du 13e arrondissement qui nous a reçus pour la première promo et qui nous a remis les diplômes justement de l'État à la mairie du 13e. Donc les parents étaient tellement fiers, les jeunes aussi, c'était un très bon moment de cette première promo. Moi j'ai arrêté la direction pédagogique de cette formation quand je quittais Paris tout simplement, mais l'école se poursuit. Et après, pareil, dans le truc de hacker, souvent quand on me demande de faire des workshops, en fait, là on m'avait demandé de faire un workshop dans une école et j'ai dit non, en fait, on va faire un livre et on va faire, chaque étudiant va devoir travailler, interviewer, écrire, imaginer de l'anticipation, faire des infographies, peu importe ce qu'il veut, sur la question de l'engagement et du design. Donc voilà, ils ont conçu comme ça un ouvrage. On a fait la même chose un an après sur l'action du futur du design, qui est un sujet important. Et puis pour terminer, pour clôturer un petit peu cette partie sur le hacking, c'est pour moi une manière de penser et d'agir, et ça forge une culture. Tout peut être hacké quelque part, ou finira par l'être, et donc c'est une manière de regarder le monde, avec plus ou moins de bienveillance évidemment, mais ça crée une culture de détournement, une culture de l'émancipation. Voilà, on a souvent une fascination et souvent on a l'impression qu'on est servi face aux technologies, mais en fait on peut tout à fait se les réapproprier, les détourner, en faire autre chose que ce pourquoi c'est conçu. Dernier point, donc ce sera le sabotage. Donc faut-il saboter le design ou le sabotage par le design? La définition à nouveau du sabotage, c'est l'action de saboter un travail, un matériel, une installation dans le but de désorganiser une action, une entreprise, une politique.
J'ai oublié de fermer mon guillemet, j'ai honte. Je suis désolé. Donc le sabotage, c'est ça en définition. Il y a une histoire comme quoi le mot sabotage, son étymologie, viendrait des travailleurs qui jetaient leurs sabots dans les rouages pour casser les rouages et créer une grève ou créer une panne. Bon, c'est une histoire, il y a d'autres étymologies ou d'autres histoires autour du sabotage, de la définition du mot à l'origine. Il y a aussi le jeu du sabot, qui est un jeu de la toupie, enfin voilà, vous pourrez chercher, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est assez fascinant. Et les premiers sabotages, en fait, c'est des sabotages d'entreprise par des ouvriers. Il y a eu la naissance de la CGT qui est née justement dans les usines à cette époque par du sabotage. Et en fait, les travailleurs, plutôt que de quitter leur job, disaient si on a un mauvais salaire, une mauvaise paye, je n'y crois, un mauvais paye, un mauvais travail. Et donc ils sabotaient volontairement leur travail pour se plaindre de leurs conditions de travail ou du salaire de leur paye qui était trop faible. Donc ça c'était fin 19e. Après, évidemment, on a eu les suffragettes, donc des femmes en Angleterre qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Et donc, au début, elles avaient la voie de la démocratie, donc de faire des manifestations, etc. Et après, elles sont montées à l'échelle du dessus, à savoir le sabotage, donc d'aller casser des vitrines, d'aller brûler des trucs et d'entrer en confrontation directe, ce qui a permis ensuite de déclencher des débats politiques et d'accorder le droit de vote aux femmes en Angleterre. On les remercie. Et puis après, l'image du sabotage qu'on a, nous, Français, en Europe, en tout cas, c'est le sabotage pendant la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale. Et donc là, on a Violette Sabot, qui est en 1945, qui était une grande résistante et qui a été agent du SEO britannique. Donc le service opération spéciale, je ne sais plus comment ils appellent ça en anglais. Et donc voilà, tout ce qui est sabotage de pont, de train, etc. Voilà, donc ça c'est, on va dire, un peu l'historique du sabotage. Aujourd'hui, on a des saboteurs qui sont plus contemporains. Donc là, je vous montre Sea Shepherd, qui est une structure, une ONG qui va aller se battre pour saboter, faire tomber ou désamorcer des bateaux qui vont faire de la pêche, par exemple à la baleine ou aux dauphins ou à des animaux qui sont protégés ou qui devraient l'être. Et donc ils vont directement faire des pirates en gros et ils vont aller saboter le plus possible ces opérations maritimes qui sont très contestables. Et puis aussi des sabotages numériques, là pour le coup, qui s'apparentent à du hacking, mais je vous expliquais la subtilité. Ça, c'est les Américains et les Israéliens qui se sont mis ensemble contre l'Iran, parce que l'Iran a un programme nucléaire qui est censé être un programme civil, mais les Américains et les Israéliens soupçonnent que c'est un programme nucléaire militaire. Et donc, plutôt que d'aller directement faire la guerre, machin, etc., ils se sont dit on va créer un verre qui s'appelle Stuxnet, et c'est un verre informatique, un virus informatique, qui ne va pas aller détruire tous les centrales nucléaires ou le programme nucléaire, etc., iranien, mais qui va tout simplement s'infiltrer dedans et qui va ralentir la vitesse de rotation des centrifugeuses. Donc il va venir perturber tout doucement, très discrètement, donc il va saboter des centrales, et donc elles vont moins bien marcher, elles sont moins bien efficaces, elles ne pourront pas comme ça produire ce que soupçonnent les Américains, à savoir de l'uranium enrichi pour des projets militaires. Donc voilà, ce genre de sabotage aussi, on a des sabotages environnementaux. Il y a de plus en plus maintenant sur des sabotages de pipeline. Je vous parlais d'un livre après tout à l'heure, comment saboter un pipeline. Ça c'est au Nigeria, pardon, mais il y a Keystone aux États-Unis, en Colombie ou dans d'autres endroits où en fait des gens viennent directement saboter des pipelines, pas forcément en mettant des explosifs, mais aussi juste en fermant les vannes. Et en fait, le sabotage de pipeline permet parfois de faire tomber l'économie du pétrole au niveau de la bourse et au niveau de la production de façon pharaonique. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point un pipeline qui est très central à un endroit, une fois qu'il est fermé, en fait, ça va venir déstabiliser l'entièreté de la vente de produits ou de barils de pétrole, etc. On a aussi des activistes comme Dernière Rénovation qui vont venir, entre guillemets, interrompre, saboter des événements publics pour faire entendre leur voix. Il y a des gens qui vont se coller les mains sur les tableaux, il y a des gens qui vont balancer de la soupe. Elle s'était accrochée justement à Roland-Garros pour pouvoir alerter, on va dire, l'opinion publique sur ce sujet-là. Et puis on a aussi des gens qui vont saboter des méga bassines. Donc ça, j'ai pas retrouvé la vidéo, elle est assez curieuse.
c'est des gens qui vont s'infiltrer de nuit auprès des méga-bassines. Donc les méga-bassines, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, c'est des trous, on met une bâche, on va pomper l'eau des nappes phréatiques, donc c'est pas de l'eau de pluie qui tombe, on attend que ça se remplisse, on va pomper l'eau des nappes phréatiques, on va la mettre dans cette bâche, et après on va la revendre, ou on va l'utiliser pour soi plus tard. Donc en fait, tous les sols sont asséchés, les espèces qui vivent dans le sol, etc., n'ont plus d'eau, et donc l'eau est utilisée pour irriguer des champs, pour la plupart, souvent, je caricature, mais ces champs de maïs pour nourrir des animaux pour la viande, et qui parfois, dont une partie de la production est jetée. Bref, donc des gens viennent brûler ou mettre des coups de cutter en fait, dans les méga-bassines pour venir saboter ces systèmes-là. Et puis un autre type de sabotage qui va m'amener vers l'édition HTKR, c'est lors des manifestations. Donc là on est à Hong Kong, il y a eu le mouvement des parapluies, ça s'appelle. Il y a eu des grandes manifestations contre le gouvernement chinois, parce que justement il y a ce rapport entre Hong Kong et la Chine qui est délicat, où la Chine dit bah non, en fait vous êtes chinois, vous appartenez à la République populaire de Chine, et les Hongkongais disent non, nous en fait on veut être plus indépendants, et il y a eu des accords d'extradition des Hongkongais vers la Chine. Voilà, et donc ça a généré de grosses manifestations et donc beaucoup de violences policières, etc. Et là, les Hongkongais ont fait preuve d'une culture et d'une intelligence, du détournement et du sabotage des forces présentes par la police. Là, ici, on a des lasers, par exemple, qui vont littéralement brûler la rétine des policiers s'ils ne sont pas protégés, ou alors brûler les caméras qui sont pointées vers eux. Donc moi, dans toute cette culture entre le détournement, le sabotage, les manifestations, etc., j'ai décidé de rassembler cette culture et donc de créer comme ça des éditions HTKR avec le premier ouvrage qui est Hacker Protestant, que j'ai ramené là, que vous voyez ici, et Hacker Protesteur, comme ça, dedans il y a 100 projets de lutte citoyenne avec un angle de design. C'est un livre qui n'est pas vendu sur Amazon, voilà, vous comprendrez peut-être pourquoi mon amour de Jeff Bezos et la manière dont Amazon traite ses employés. Et dedans, il y a 100 projets de lutte citoyenne qui ont été imaginés, inventés, conçus par des citoyens et que j'ai répertoriés. Donc il y a par exemple comment fabriquer une radio pirate, comment souffler les gaz lacrymogènes avec un pouce-feuille électrique. Donc voilà, ça c'était où ça? C'était à Hong Kong en 2019. Donc à chaque fois, je mets le lieu d'observation, la date, la description. Je mets une source aussi, un lien. Pour moi, il y a une véracité journalistique qui est importante à souligner. Et j'explique comment ça a été fait, comment vous pouvez le faire. Là, en l'occurrence, je précise qu'aujourd'hui, les modèles de pouce-feuille électrique pèsent un peu moins de 4 kg et ont une autonomie de 30 à 60 minutes, donc pour souffler des gaz lacrymogènes, etc. Donc j'essaie d'être assez précis, je dis pas aux gens, allez-y, faites-le machin à fond, mais j'essaie d'avoir une subtilité dans la manière presque ethnographique, où je vais répertorier ça pour en faire un cursus, pour en créer une culture, et ensuite d'expliquer comment ça marche. Comment créer une radio pirate, des aigles qui servent à attraper des drones, et en fait chaque chapitre, parce que j'ai répertorié ces hacks, ces systèmes, on va dire, ces actions en plusieurs catégories, je crois qu'il y a 6 chapitres. Donc il y a des outils numériques, il y a des outils plutôt d'expression, il y a des outils pour se protéger, il y a des outils plutôt offensifs, et en fait chaque chapitre est ouvert, introduit par une interview que j'ai pu faire, donc avec des sociologues, des journalistes, une historienne spécialiste des révolutions, avec David Dufresne, dont j'avais oublié le nom tout à l'heure, qui est expert sur les violences policières, etc., etc. Les premiers ouvrages aussi ont été envoyés avec un petit goodies qui était un petit Lego que j'avais assemblé moi-même, un Lego Molotov. Et ensuite de cet ouvrage a donné lieu donc au podcast Fronde dont je vous parlais précédemment, où voilà, si vous voulez vous introduire un peu à cette culture, j'essaie de faire ça bien en mettant des extraits sonores, des effets audio, etc., avoir un truc de qualité. Ça m'a permis aussi, moi je n'avais jamais fait de podcast et de montage audio, Adobe Audition, je ne connaissais pas, j'étais nul, donc ça m'a aussi permis de découvrir comment on enregistre de façon plus ou moins qualitative, comment faire un montage audio, comment on fait des fondus, comment on fait tout ça, comment on crée un podcast en ligne et le diffuser sur les différentes plateformes, etc. Donc j'ai beaucoup appris aussi de cette expérience et c'est vachement de boulot. En fait, je ne me rendais pas compte, je sortais ça toutes les semaines et c'était sport. Pareil, sur tout ce sujet-là, il y a une semaine, j'ai eu une masterclass, ils appellent ça sur Blast. Donc Blast, c'est un gros média indépendant qui est hyper intéressant et ils m'ont donné une tribune pour pouvoir présenter un peu tous ces systèmes de hacking, de détournement citoyen et de contestation pendant quasiment 1h30 où je présente un peu, je fais un genre de tour du monde et j'explique un peu tout ça.
Avec les éditions HTKR aussi, j'ai créé par exemple une police d'écriture, une icône fonte, donc avec que des pictogrammes à l'intérieur, donc qui permet ensuite à des personnes de faire des affiches, des drapeaux, etc. Donc c'est que des symboles Molotov, des cagoules, des lance-pierres, etc. Donc que des symboles de forme de résistance, quelque part que j'ai répertorié, que j'ai dessiné, que j'ai répertorié. Pour le fun, avec ma passion du hacking et ma passion de la question de la contestation, j'ai créé des disquettes où il y a cette typographie, cette police d'écriture, avec la police d'écriture est dedans, et les fichiers SVG, les fichiers PNG, et donc il y a des gens qui commandent la version disquette, parce qu'il y a encore des lecteurs de disquettes, sachez que ça existe en USB, et donc voilà, je propose aussi ça pour le côté goodies, et donc à l'intérieur il y a un fichier texte qui vous explique comment ça marche, donc j'ai tout fait en texte directement. Voilà, dans les différentes productions aussi plus petites, mais quand même curieuses, c'est cet ensemble de boîtes d'allumettes qui parlent de démocratie, qui parlent d'apaisement social, qui parlent de justice sociale et environnementale, ou qui parlent souvent, les allumettes en anglais on dit des safety matches, donc des allumettes de sécurité, donc j'ai appelé ça des unsafety matches par exemple. Et puis à l'arrière de chaque boîte, il y a 3 degrés, 3 angles, on va dire. Il y a 90 degrés, 45 degrés, 700 degrés. Donc c'est la recette du cocktail Molotov, en gros, de l'alcool à 90, un G à 45 et le feu c'est à 700 degrés. Donc voilà. Ça, c'est un truc aussi que j'ai sorti avec les éditions HTKR, que j'ai diffusé librement. C'est le manuel de désobéissance étudiante en école de design. L'idée, c'est que j'ai regroupé 6. Donc, c'est sur un truc format A3, je crois, ou A4 qui se plie. Vous coupez, ça fait un petit livret, en fait, c'est assez facile. Et il y a 6 projets qui ont été faits par des étudiants de contestation. Donc, il y a balance ton prof ou balance ton 3 petits points sur le harcèlement qui a lieu dans les écoles d'art et de design ou la discrimination. Il y a aussi la question du règlement intérieur qui est écrit par l'administration et par l'école et qui n'est pas du tout écrit par les étudiants. Donc là, je cite l'exemple de l'ANSSI, l'École nationale supérieure de création industrielle à Saint-Sabin, rue Saint-Sabin à Paris, qui a imprimé l'intégralité de son règlement intérieur et qui a réécrit, qui a amendé, qui a barré. Et ils ont fait ça entre les étudiants, entre l'association des étudiants, avec l'école, en fait, qui n'était pas d'accord. Mais ils ont tout fait ça et ils proposent une version alternative de ce règlement intérieur. Voilà. J'ai aussi questionné les partenariats école-entreprise. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des valeurs profondes, environnementales, sociales, d'inclusion, sur les droits des LGBTQI+, etc. Et qui se retrouvent parfois dans leur école à découvrir qu'il y a des partenaires financiers entreprises qui vont à l'inverse des valeurs que eux défendent. Et donc ils n'ont pas envie de cautionner ça, et donc ils vont discuter ou refuser les workshops qui sont proposés par ce genre d'entreprise. Voilà, donc vous irez voir ce petit truc, vous pouvez le télécharger, c'est sur le site HTKR, hein, il y a dans le menu il y a un truc téléchargement gratuit, je sais pas quoi, et dedans vous pouvez télécharger ça, l'imprimer, diffuser. Il y a des directeurs d'école qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu dans leur bureau. Voilà. Et puis ça c'est le dernier essai de bouquin qui est sorti aujourd'hui, c'est un petit livre sur Madeleine Pelletier. C'est une jeune femme dans les années 1900 qui avait 15 ans et ça raconte les réunions qu'elle faisait. Elle était anarchiste et féministe, donc ça c'est le dernier bouquin que j'ai sorti. Et dedans en fait, chaque page c'est illustré de la gravure, de la linogravure. Donc j'essaie de faire un truc un peu joli quand même. Voilà. Et puis un des derniers projets aussi qui est sorti aux éditions HTKR, c'est cette affiche d'éco-sabotage. Et donc là, vous avez 40 actions historiques d'éco-sabotage. Et donc vous scannez à chaque fois le petit QR code, comme à chaque fois. Et il y a comment, par exemple, saboter une chasse. Voilà, donc il y a la chasse à courre où il y a des chiens. En fait, il y a des activistes écologistes britanniques, par exemple. Donc il y a des vidéos où à chaque fois il y a des liens vers soit les PDF, soit les vidéos, soit le contenu en question. Ils mettent du parfum. Donc ça déroute complètement les chiens, ils sont paumés, ils n'arrivent plus à retrouver les animaux, et en fait les animaux se sauvent. Donc il y a plein d'exemples comme ça en fait sur les gens qui rebouchent les greens de golf. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées créatives, différentes, décalées sur les questions de l'éco-sabotage, donc du sabotage environnemental. Voilà. Et en fait chaque affiche elle est livrée avec un tube de colle, de superglue. Voilà, donc soit c'est pour coller l'affiche, soit c'est en hommage à tous les gens qui se collent les mains par-ci par-là. Voilà, donc là je continue de faire des affiches aussi sur un peu les trucs d'actualité, hein, sur les agriculteurs qui se révoltent en France, etc. Et puis je vais terminer sur juste le sabotage de ma carrière. Alors carrière c'est un bien grand mot, j'ai jamais trop aimé ce mot-là, mais
c'est le mot qu'on dit quand on travaille depuis longtemps. Comment saboter ma carrière? Alors ça, c'est des questions sur lesquelles j'ai écrit quand j'ai repris un peu la plume sur mon blog. Est-ce qu'on peut prendre position quand on est designer et combien de portes ça nous ferme? Parce que là, moi, avec ce genre de propos, demain, Total va pas me contacter pour refaire leur site internet et le gouvernement ne va pas me dire « Ah, Geoffrey, t'es trop sympa, vas-y, on va bosser ensemble. » Donc forcément, il y a une prise de conscience de ça et c'est un choix. Après, c'est un choix personnel. Hein. Je n'aurais pas démarré direct à 25 ans ou à 20 ans avec ces choix-là parce que j'en avais pas conscience non plus. Et donc, j'essaie de développer ces questions-là dans cet article pour aller jeter un petit coup d'œil. Je suis aussi passé de ça, donc là on est à côté de la Porte d'Italie, je crois, là où j'habitais, à ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le design, tout est à Paris. Hein. Le nombre de jobs avec d'offres d'emploi, de trucs que je vois, c'est quand je suis sur Paris. Donc j'ai dit, bah tant pis, en fait, je vais saboter ma carrière, je vais venir là. Et donc là, forcément, les armes ne vont pas me commander des logos, mais la vie est quand même, voilà, c'est un choix personnel et moi, j'y retrouve mon compte. Je suis passé de ça aussi, donc ça c'est le RERB, je prenais vraiment de gentil, à ça, où en fait, voilà, je me déplace autrement, donc je ne vais pas partout pareil, mais voilà, je me déplace différemment. Je suis aussi passé de ça, parce que quand même c'est beau, à ça, avec la lampe à huile. Donc voilà, j'essaie de retrouver aussi au travers de là où je me suis installé, de trouver un espèce d'ancrage cohérent avec ma manière de travailler et une manière de vivre, que j'essaie d'être plus indépendant, plus autonome, plus légère, plus soutenable, parfois de redécouvrir des trucs que mes grands-parents faisaient en fait, avec grand plaisir. Je suis passé aussi des conférences un peu stylées, des TEDx et tout ça, qui sont cool, à plutôt, voilà, c'est des journalistes qui viennent dans la forêt, donc ça c'est plus rigolo. Donc j'essaie de dire aux gens, non, je vais plus trop, mais vous venez. Donc voilà, c'est pour un article de presse sur un média où je parlais de mon bouquin en fait. Et puis aussi maintenant je travaille des imprimeurs, donc je passe plus avec les gros imprimeurs, l'imprimerie des Deux Ponts à Paris qui coûtent très cher mais qui font du très bon boulot. Je travaille avec les imprimeurs locaux. Donc en fait le premier imprimeur, pour ce livre-là, j'ai cherché sur internet l'imprimeur le plus proche de chez moi. Il y en avait un, je sais pas, 20 minutes en voiture. Donc j'ai dit c'est avec lui que je vais travailler. Je sais pas ce qu'il fait. Et donc c'est très sympa, c'était Schauer. Ils ont fermé d'ailleurs depuis les pauvres, mais ils ont été rachetés, et voilà, ils font de la sous-traitance maintenant. Mais voilà, j'essaie de travailler du local. J'essaie de travailler aussi avec du low-tech, donc des trucs un peu sur des disquettes, des trucs, tous les sites maintenant que je fais, ils sont low-tech, donc ils consomment très peu de ressources, etc. J'essaie aussi de mêler mon environnement avec mon univers. Donc là, voilà, c'est la réserve à bois où on stocke les bouquins. Et puis je fais tout à la main, c'est-à-dire que j'ai d'autres amis designers qui font aussi des livres, des affiches, etc. Mais en fait, ils passent par des sociétés de prestations et en fait, les sociétés, elles impriment, elles emballent pour eux, elles envoient à la poste, etc. Moi, je fais tous mes trucs, je découpe moi, mes trucs à la main, j'écris un petit mot parfois dessus, je vais aller, j'emballe tout avec, voilà, je mets des petits coups de tampon confidentiels comme ça, les gens quand ils reçoivent ça par la poste, ils ont un petit coup de stress en disant qu'est-ce que c'est juste pour m'amuser. Et puis après, je vais tout déposer à la poste. Voilà. Des fois, je glisse des petits trucs dedans, dans les enveloppes, etc. Et donc, je vais déposer ça. On n'a même plus de poste dans le village, elle a fermé l'année dernière. Donc, je vais déposer ça au supermarché qui fait relais postal. Donc, à chaque fois qu'ils me voient arriver avec un gros sac à dos et plein de trucs, ils stressent un peu, mais j'ai envie que ça va bien se passer. Et tout ça, ça me permet déjà d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mon potager, et pour avoir aussi diminué mes besoins, mes ressources, et augmenter mon temps libre pour faire tous les projets que je vous ai montrés, mais aussi pour faire les apprentissages que je vous ai montrés, m'occuper en effet de ma famille, de mon potager comme je vous le dis, mais aussi d'avoir du temps de qualité là-dedans, parce qu'en fait on m'a jamais autant demandé depuis que je suis parti on m'a demandé d'être directeur d'école de design, j'ai refusé, on m'a demandé de gérer des équipes de design dans des agences, machin. En fait, ça m'intéresse pas parce que ça va à l'inverse de ma liberté que j'essaie d'acquérir là. Alors évidemment, je m'assois sur des salaires exubérants, en fait, j'arrive à trouver un équilibre autrement. Et malgré tout, c'est des choix qui sont pas forcément compréhensibles aujourd'hui, donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et donc finalement, ça permet de continuer sans accepter. C'est un peu ce qu'on voit sur les bannières sur Internet, vous savez, accepter les cookies ou continuer sans accepter. Et ben pour moi, j'essaie de continuer, de faire des projets, de vivre, d'avancer, mais sans accepter. Et pour moi, c'est ça un peu le sabotage finalement, c'est l'attitude du détournement avec la culture du hacking et une visée politique quelque part, parce que tout ce qu'on fait là, c'est politique. Pour conclure, rapidement, donc designer plus détourné, plus hacké, plus saboté, pour moi je guidais le design dans ce sens-là, c'est ma manière d'orienter le design, ça me permet de rester radical. Alors radical, on pense toujours à un truc violent, etc. Mais radical, ça vient du mot racine, donc ça me permet de m'ancrer, de m'enraciner sur une manière de travailler, une manière de vivre, un rapport
au sol, même d'un point de vue très concret. Ça permet aussi de ne pas me laisser faire, de ne pas se laisser faire, de continuer d'avoir cet esprit de se dire je refuse, même si ça me coûte, même si c'est difficile parfois, de ne pas me laisser faire et d'être dans cette passivité. Et aussi de résister. Alors on peut résister contre tout, mais moi ça me permet aussi de ne pas devenir fou, parce que je vous parlais de l'absurdité du monde tout à l'heure, le fait de résister par juste mes petits moyens designers. Je suis pas, voilà, je fais des images, je fais des textes, je fais des affiches, des machins, mais c'est que ça. Mais si je le faisais pas, je pense que je serais pas bien. Et donc ça permet de créer, de résister à ce monde un peu qui rend un peu fou, en tout cas pour ma part. Et donc au final, je conclue sur ma définition du design. Pour moi, c'est l'ultime des engagements. Si j'avais pas été designer et si j'avais été garagiste, ben, peut-être que j'aurais été engagé en tant que garagiste, et j'aurais été un garagiste engagé, je sais pas comment, mais j'aurais trouvé des idées. Si j'avais été, je fais un autre métier, bibliothécaire, ben, peut-être que j'aurais été engagé au travers de mon métier de bibliothécaire. Donc au final, je suis designer, donc je sais faire ce que je peux faire avec mes outils du design, et donc j'essaie de servir mes engagements avec les outils du design. Je vous ai mis ça, mais je vous enverrai mes slides, quelques références de bouquins. Objectif Terre, qui a un super livre sur le design de notre planète. Les Pieds sur Terre, podcast très bien, ils ont sorti un ensemble d'histoires de hacking, c'est passionnant, vous irez voir. Pareil sur le sabotage, c'est des Pieds sur Terre aussi, et ils racontent des gens qui ont été tentés par le sabotage. Donc c'est assez fascinant de voir comment des gens d'aujourd'hui se sont dit, bon, en fait, je vais aller sur des sabotages environnementaux. Le bouquin de Victor Papanek, un grand classique, Design pour un monde réel, il est en réédité en français, donc n'hésitez pas. Ivan Illich, la convivialité, parfait aussi pour les designers, sur le fait d'aller moins vite, le fait de créer des outils conviviaux, il développe ça aussi sur des outils qui sont compréhensibles par les gens qui les utilisent. Pareil, là, le manuel Vico, c'est un super bouquin très intéressant. Eva Van Redeker sur la révolution, la philosophie d'une nouvelle forme de contestation. Donc là, on n'est plus sur un bouquin de philo, mais c'est comment les contestations s'expriment aujourd'hui différemment. Suran, donc ça c'est plus un livre de cœur, c'est un bouquin de philosophie un peu nihiliste, un peu dans l'esprit de Nietzsche, qui s'appelle L'inconvénient d'être né, qui offre aussi un regard sur le monde différent. Barbara Stiegler, donc, qui est une philosophe passionnante, qui est en effet la fille de Bernard Stiegler, mais elle est bien plus que ça. Elle a écrit un livre sur la démocratie en pandémie, et elle aborde toutes les questions de comment la démocratie est mise à mal pendant la pandémie de Covid. François Sureau sur la liberté, la société d'abondance frugale, donc comment on peut décroître. Donc ça c'est Serge Latouche, et il a écrit aussi avec Didier Arpagès sur la décroissance, le fait de décroître, de faire moins, etc. Frédéric Roux sur la désobéissance, l'autonomie technologique, pardon. Qu'est-ce que j'ai Masanobu Fukuoka aussi, qui a écrit La Révolution de Paris, qui est un super bouquin. Ça, c'est un livre pour les designers graphiques qui n'est pas en français, hélas, hyper bien. Ça s'appelle Caps Lock. C'est comment le capitalisme s'est emparé du design graphique et comment on peut échapper de cette situation. Il fait l'histoire de comment le capitalisme s'est emparé du graphisme. C'est un gros livre, hyper bien. Essayez de l'avoir si possible. Et puis le bouquin d'Andreas Malm, j'ai coupé son nom, Comment saboter un pipeline, où il raconte un peu l'histoire des sabotages. Donc il parle des suffragettes en effet, mais il parle des autres types de sabotage. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil à tout ça. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous pourrez me dire, et vous, pourquoi lutter, comment vous engagez, quel designer vous voulez être, en gros, qui vous voulez être. Donc il y a plein de questions et plein de réponses qui méritent votre témoignage. Merci beaucoup à vous, et je suis disposé à des questions. Vous avez survécu à 1h40, merci beaucoup.